Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le Podcast, un podcast où on va parler d'airsoft, mais pas que. Je suis Artemis et j'ai avec moi, pour inaugurer ce premier épisode de la saison 2, trois chroniqueurs autour de la table, à savoir Kurma, Red Hot et Gont. Dans cet épisode, nous allons recevoir le créateur du premier podcast d'airsoft francophone Tactical Cast, à savoir Kano. Dans la rubrique technique, Kurma nous parlera pour une fois d'un sujet compact, à savoir Label Pop. Red Hot vous a préparé une rubrique spéciale dans Airsoft Fashion et Gont nous introduira un débat clivant. Jusqu'où peut aller la reconstitution de certaines tenues? Bon alors les gars, vous êtes prêts pour cette saison 2? Ah, je peux, hein. Oui. Waouh, on sent l'enthousiasme dès ce premier épisode. Au vu de votre engouement, je vous propose qu'on fasse directement place à l'invité. Avec son timbre de voix unique, il a animé des dizaines de conversations autour de l'airsoft et a accompagné plusieurs d'entre nous au cours de nos trajets en voiture. Acheteur compulsif, mais joueur ayant du recul, il est certain que le croisé, lui et sa bonne humeur sur le terrain, vous mettront le sourire toute la journée. Souvent, d'un côté du micro, on a le plaisir aujourd'hui de l'accueillir. Mais trêve de blabla, comme Kano le dit lui-même, restez et écoutez cette conversation, vous allez voir, ça va être intéressant. Salut Kano, bienvenue sur le podcast. Sache que c'est un réel plaisir de te recevoir autour de cette table. Qu'est-ce que ça fait pour une fois de passer de l'autre côté du micro? Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est pas du tout le même job en fait d'être de ce côté-là. Donc on va voir si c'est aussi cool que d'être à ta place à toi. Faut que je t'avoue un truc, quand j'ai commencé à animer ce podcast, j'avais un objectif, c'est t'avoir autour de la table pour parler de podcast. Oh la classe. Je suis très flatté de t'entendre dire ça me fait plaisir. Et c'est cool aussi que ça ait pu générer entre guillemets des vocations parce qu'effectivement le podcast, c'est pas un média surreprésenté dans notre discipline, donc c'est cool. Effectivement, je crois qu'on est trois à l'heure actuelle à faire du podcast dans le domaine de l'airsoft, à savoir Golgi, toi et nous. Oui, je te compte encore dedans, même si ça fait un bon bout de temps que tu n'as pas sorti d'épisode. On aura l'occasion d'en parler plus tard, mais effectivement c'est pas fini, c'est juste le temps qui manque. J'imagine, j'espère. Beaucoup ont entendu ta voix, mais même si en tant qu'auditeur, on a l'impression de te connaître parce qu'on t'a beaucoup entendu parler, est-ce que tu peux nous dire quel type de joueur tu es? Tu dis ça fait un peu genre le mec qui parle trop. On t'a beaucoup entendu parler. On t'a beaucoup entendu poser des questions, mais très peu parler de toi. Mais t'en fais pas, il fait ça à chaque invité. Ouais, c'est ça. Gros Quick, c'était le dinosaure de l'airsoft. Oui, j'ai entendu, ouais. Mais bon, pour revenir à ta question, quel type de joueur je suis actuellement depuis 1 an? Dans mes potes avec qui on joue tout le temps, dont mon frangin et les poignées de collègues avec qui on joue, il y en a une bonne moitié qui ont arrêté l'airsoft et du coup, ça a mis un coup de stop à la volonté de chacun d'aller jouer le dimanche ou autre. Donc c'est ainsi, je joue pas beaucoup. Je suis à Nantes et on a un temps désastreux, donc là, ça fait un moment que j'ai pas joué. Mais contrairement à mes débuts, je suis plus un joueur sérieux qui recherche l'immersion plus que le fait d'arriver, cracher de la bille un dimanche en mode on s'en bat les couilles, habillé comme un sgeg et sans prétention, hein, mais je suis plus dans la simulation, ça me plaît un peu plus. C'est beaucoup plus immersif de toute façon quand il rentre. Clairement, c'est ça qui me fait kiffer. Et même si là, ces 3 derniers mois, j'ai vendu à mort de matos, donc je suis moins équipé. Je pense que si là, demain, j'allais jouer, je jouerais plus léger et plus détente que ce que j'ai pu faire avant. Ce qui me fait kiffer, c'est d'avoir de l'adrénaline, de ressentir le 10e de ce qu'on pourrait ressentir dans les situations réelles. J'entends, oui, parce que bien entendu, quand on joue, notre vie n'est pas en jeu. Absolument. Et pour avoir eu l'opportunité de discuter avec des gens pour qui ça avait été le cas, faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Nous, ça reste un jeu, même si on veut faire en sorte que ce soit le plus fidèle possible à la réalité. La grosse variable qui change, c'est qu'effectivement, ta vie n'est pas un jeu. C'est ça. Et comme diraient les fameux dinosaures de l'airsoft, il y a aussi le barbecue qui peut nous réunir avant ou après la partie. Absolument. On va se reprojeter un peu dans le passé. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la discipline? Si je dois remonter au tout début, je me suis intéressé à l'airsoft vraiment très très tôt. Ça devait être en 2010 où avec mon frangin, en fait, on habitait à Nice. Et il y avait un shop là-bas à Nice, on y était allé, on avait acheté une réplique complètement rincée, un espèce d'M16 tout pourri en plastique. Il y avait même pas de hop-up dedans. Un peu par timidité, on n'a jamais osé se rapprocher des assos du coin pour aller jouer dans l'arrière-pays niçois, etc. J'avais acheté une tenue complète, j'en avais une réplique, mais au final, on n'a jamais joué à cette époque-là, quoi. Il y a quelques années, en 2018, je crois, ou 2017, j'ai un de mes potes qui me dit qu'il fait de l'airsoft et je lui dis putain, mais moi j'aimerais trop essayer. Il y a un truc à Nantes, viens passer le week-end et on va tester. Et on est allé un samedi faire une après-midi à Arsenal Gun, un ancien shop de Nantes, et je trouvais ça incroyable. J'ai passé une après-midi de malade
L'après-midi, c'est terminé. Je suis rentré dans le shop, j'ai acheté une réplique et puis après, terminado. C'était foutu. C'est comme ça que j'ai commencé. Et assez vite, on a rencontré nos potes dans la première ou deuxième partie. Parce qu'à la base, j'y allais avec mon frangin. Et en fait, on s'est pas lâchés tous. On a monté une sorte d'équipe et on a continué de jouer ensemble. Et puis là, effectivement, ça s'étiole un peu parce que comme je disais tout à l'heure, il y en a qui ont arrêté. Ah, effectivement. Malheureusement, c'est les aléas de la vie. Cano, lorsque tu as commencé l'airsoft, est-ce que tu avais eu des influences ou est-ce que c'était justement sur un coup de tête quand vous étiez rentré avec ton frère dans le magasin à Nice? C'est une bonne question. Originellement, quand j'étais tout minot, je devais avoir, je sais pas, 11 ans ou 12 ans, je voulais absolument avoir un pistolet à billes. À l'époque, j'habitais Quimper et il y avait une armurerie à Quimper, à la gare, qui vendait des pistolets à billes. J'ai demandé fatalement à mes parents parce que je pouvais pas en acheter un parce que j'étais mineur. J'ai eu un gros stop, on m'a dit niette, t'achètes pas ce truc-là, etc. Sauf que une fois j'y suis allé et je l'ai acheté quand même en faisant un faux mot d'autorisation des parents, etc. Et du coup, j'avais donc un Beretta 92 FS en pistolet à billes, c'était un Spring en plus le truc. Pendant 1 an, j'ai gardé ce truc-là dans ma chambre. Honteux de l'avoir acheté. Non, même pas, j'étais trop fier, mais comme un vrai flingue, il fallait que personne ne le voie, quoi. Le truc, il était planqué dans mes fringues. J'ai fait la même chose plus jeune avec un P99 Spring aussi, caché de mes parents parce que les parents ils voulaient pas. L'airsoft ils connaissaient pas. Pistolet à billes, ça ressemble à un pistolet, c'est hors de question. Pas de violence ici. Ouais, c'est clair. Donc c'était caché en haut d'un placard dans un sac à dos tanké. Mais c'est rigolo, tiens, comme. C'est pareil, et du coup, j'avais un peu cette relation avec cet objet, ce pistolet à billes, comme un truc interdit, qu'il fallait que je cache, etc. Et d'un côté, je trouvais ça un peu fascinant. Déjà, l'objet, le 92 FS, je le trouvais magnifique. C'était à l'époque le flingue de L'Arme Fatale. Étant fan de ces films-là, L'Arme Fatale, Die Hard et tout ça, j'ai eu une sorte de kiff autour de ce truc-là. Un peu après ça, dans les années 90, je sais pas trop quel âge vous avez vous, mais il y a eu un truc qui est sorti qui s'appelait Lock-On. Et c'était en fait un jeu où tu mettais un plastron et tu avais des espèces de pistolets, là, comme le laser game. Il y avait ce truc-là et j'avais un pote qui l'avait acheté et on avait fait des parties. J'avais trouvé ça fou, quoi. Donc je pense que le premier contact avec le jeu Hypersoft, tu vas tirer sur des mecs, etc., c'était ça, quoi. Moi, c'était pas du tout ça. La première fois que j'ai découvert l'airsoft, c'était le pistolet à billes de la fête foraine quand j'avais gagné au tir à la carabine. Avec les petites billes jaunes de 12 grammes. Le truc où quand tu tirais, ça tombait à 5 mètres. Ouais, c'est ça. Mon 92 FS Spring tout pourri, là, je m'étais rendu compte qu'en fait, il tirait beaucoup plus fort. J'ai jamais compris, alors peut-être que le tech aura une hypothèse à ce truc-là, mais je me suis rendu compte que le flingue, il tirait beaucoup plus vite, beaucoup plus fort quand je soufflais une bille directement dans le canon. Alors c'est un peu lunaire, mais au lieu de recharger le truc et que la bille elle vienne du chargeur, je soufflais directement dans le canon, fou, une bille, et quand je tirais, elle partait mais à une vitesse de malade. Et jamais compris pourquoi. Parce que ta bouche sur un canon, elle a une étanchéité parfaite. Ça doit être ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est le principe de la sarbacane, hein. La bille, moi quand je la tirais, évidemment ma bouche n'était plus devant, puisque je soufflais à l'avant du canon pour mettre la bille. Ah. Bon, ensuite, ces Springs, ils étaient mystiques. Hein. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'était une histoire de placement de la bille. Peut-être qu'elle était bien enfoncée dans le... Voilà, c'était moins ralenti. Ouais, il y avait une meilleure étanchéité, ça devait être ça. Et tu te souviens de la marque du 92 FS? Oula, non. Je l'ai découvert sur le tard parce que cette relique de P99, je l'ai retrouvée plus tard. Et c'était quoi, toi? C'était un KWC. C'était ce que j'avais en tête et je pense que c'était ça aussi. Full plastoc. Ah oui, full plastique, ouais. Dégueulasse, mais bordel. Et d'ailleurs, Il était imposant, quoi. j'avais revendu à mon frère la culasse. J'avais pété le flingue, je lui avais revendu que la culasse, mais il pouvait rien en faire. Mais il était petit, donc il savait pas qu'il pouvait rien en faire, donc je lui avais taxé de la thune à l'époque, comme ça. Donc un peu un fumier, quoi. T'es l'aîné? Ouais, je suis l'aîné. J'ai 6 ans et demi de plus que lui. Si j'en avais 12, du coup, il devait en avoir 6. Et je lui ai dit, putain, ouais, je te vends ça, tu vois, c'est le truc de mon flingue à billes. Alors que c'était juste la culasse, il pouvait rien en faire, le pauvre. Il m'avait dit, ouais, d'accord, il l'avait acheté. Et oui, un escroc. Bien entendu, tu as commencé l'airsoft. Est-ce qu'au cours de tes carrières, tu as eu des influences qui ont modifié des choses sur ta façon de jouer, sur le gear que tu portes, sur les répliques que tu as eu envie d'utiliser? C'est l'histoire de ma vie, ça. Je vais vous faire une partie. Quand je rentre, j'ai vu quelque chose ou dans un film, j'ai vu un truc et il faut que je fasse exactement la même chose. Donc, souvent avec mon pote Axel, on se retrouvait à s'engrainer l'un l'autre, à dire ah tiens, je vais me faire une tenue du sang et des larmes. Ah ouais, bon, et puis on commençait à partir, à se faire une tenue comme ça. Et j'ai commencé à m'intéresser au MFO, le camouflage des forces spéciales françaises. Ouais. Je leur en ai parlé, j'ai commencé à acheter des trucs, ils ont commencé à s'engrainer aussi. Puis on s'est retrouvés tous en MFO. Il y a eu plein d'influences quand j'ai commencé, un peu comme tout le monde. J'avais vraiment le style random du mec qui commence l'airsoft, quoi. Pantalon désert 3 tons, avec un haut noir, avec un gilet noir, mais vraiment atroce, quoi. Et un casque, je saurais même pas te dire ce que c'était que ce casque, mais ça avait pas de gueule du tout. Enfin, vraiment, c'était atroce. Et puis petit à petit, tu commences à t'intéresser à d'autres trucs, tu commences à regarder des vraies tenues.
Parce que mine de rien, en fait, quand tu veux faire un loisir où tu te fais passer un peu pour un soldat, le mieux c'est de regarder comment sont habillés les vrais, et puis tu commences à t'inspirer, tu te rends compte que les mecs, en fait, ils ont plein de trucs dépareillés, usés. J'ai commencé à vieillir mon matos, j'ai commencé à faire des marquages, à dépareiller les camos, à dépareiller les poches, avoir une poche noire à un endroit, tanne de l'autre pour rendre le truc un peu plus crédible. De fil en aiguille, je suis passé du multicam au MFO, et j'ai toujours une tenue civile en plus, j'ai eu du Ranger Green, j'ai eu des gilets ferro, j'ai eu plein de phases. Et là, comme je te disais, j'ai vendu tout mon MFO. J'ai plus rien du tout en MFO. J'ai même vendu mon casque. Du coup, je suis beaucoup plus léger et je me suis reconstruit une tenue avec tout ce que j'avais un peu en spare qui me restait. Et en fait, la tenue, elle a de la gueule parce qu'elle est faite un peu de briques et de broc. C'est justement intéressant de pas avoir trop le style Gucci du mec qui arrive full cry tout neuf, avec un gilet tout neuf. C'est bien aussi. Dusty, moi, ce que je kiffe chez Dusty, c'est que son gear, il est rincé. Et ça a de la gueule parce que c'est rincé, quoi. Et moi aussi, j'aime ça. J'ai l'impression que le joueur et que le gear ont vécu Absolument. des dizaines, des centaines de parties. Ouais. Et ça, il y a plein de gens qui le comprennent pas, hein. Tu as plein de mecs qui commencent l'airsoft et qui vont sur Wish, qui s'achètent 3 trucs, ils arrivent en mode Wish Army. Attention les gars, je viens faire de l'airsoft avec des trucs tout neufs. Et ça a pas de gueule du tout, ça sent encore le plastique. Il y a plein de joueurs qui ont pas la vision de se dire ouais, mais en fait, c'est pas crédible quand je joue avec un truc tout neuf. Et ça se voit d'ailleurs quand tu veux revendre du matos. T'as des mecs qui ont très bien compris en fait que quand ils vont t'acheter ton matos, que tu l'as patiné, que tu l'as vieilli, etc. Et que ça lui donne une touche. Ouais, voilà, que ça a de la gueule, et t'en as d'autres qui vont arriver en disant ouais, mais elle est vachement abîmée la poche. Ah ouais, mais si tu veux, tu vas l'acheter neuve sur AliExpress. C'est pas du tout la même démarche en fait. Ça va quand même très facilement s'abîmer, selon certaines marques. Ouais, je me suis retrouvé à acheter des poches, recevoir la poche, la sortir de l'emballage, la foutre par terre devant chez moi, marcher dessus et la frotter par terre avec mes pieds là, pour la déglinguer quoi. Pour la vieillir, ouais. Et le truc, il avait 5 minutes, je le ramenais, t'avais l'impression que le truc, il avait fait le Kosovo, quoi. Il était déglingué, quoi. Mais parce que ça a beaucoup plus de gueule, enfin, selon moi, je trouve. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. J'aime bien aussi rincer mes équipements. C'est très très bien. Continue. En même temps, avec toutes les ronces que je traverse, mon binôme peut en témoigner, on rince bien nos équipements. Ouais. Ah ouais, tu fais ça, toi, tu te jettes aussi dans les buissons et tout ça? Apparemment, on est considérés comme des sangliers. Ouais. Les 4. Là, t'as un groupe de sangliers vivants. Ah ouais. Ok. Non, moi je suis un sanglier précieux, les gars. Tu fais quand même attention où tu mets les pieds. Alors c'est pas ça, c'est que les ronces ça fait mal en fait. Ouais, ok. BS2 est pas d'accord avec toi. Hein. Moi, pour pallier le fait que je salis peut-être un petit peu moins mon équipement, je le lave pas en fait. Ah ouais, ok, putain, ça doit schlinguer, ça doit être atroce. En vrai, le haut, je le lave parce qu'il est en contact avec ma peau, mais le futal que j'utilise le plus souvent, je l'ai pas lavé depuis que j'ai acheté. Ah ouais, putain. Je transpire assez peu, j'ai cette chance-là, donc même quand je cours, je précise parce qu'on va encore dire que je suis feignant sinon, mais On va pas le dire, c'est un fait. oh là là, je suis celui qui court le plus sur le terrain, les gars. Mes pantalons, je les lave pas, ça sert à rien et j'aime bien ce côté, le truc il a vécu. C'est clair, c'est vrai aussi. Pur hasard, quand t'as sorti ton premier épisode de Tactical Cast, la semaine de sortie, je suis tombé dessus. Ah ouais? Et t'es tombé dessus où? Sur Spotify. Ah ouais, direct, putain, incroyable. Pur hasard, je cherchais Airsoft et je suis tombé dessus. Je me suis dit, putain, c'était une évidence de proposer ce format. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce podcast? Principalement l'argent. Faut pas oublier que ça rapporte énormément d'argent d'avoir un podcast sur l'airsoft. Donc c'est principalement ça. Surtout avec les sponsors qu'on a derrière. Hein. Ouais, exactement. On pourra en parler de ça, mais les seuls sponsors, en fait, c'est toi qui leur fais de la pub et au final, tu ne gagnes pas grand-chose. Donc ça n'a pas grand intérêt en vrai d'avoir des sponsors. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à lancer ce truc-là? C'est que ça faisait longtemps que je voulais lancer un podcast et j'ai d'autres idées aussi de podcast encore aujourd'hui que j'aimerais bien lancer en dehors de l'airsoft. J'ai eu la même démarche que toi, c'est-à-dire que je suis allé sur Apple Podcast, j'ai tapé airsoft. J'ai vu qu'il y avait Kionovrich qui avait un podcast et il avait posté une poignée de trucs. C'était un peu décousu en termes de rythme et de publication. Moi qui écoute énormément de podcasts, tout le temps en bagnole, je me suis dit, j'adorerais en fait avoir un podcast où les gars ils parlent d'airsoft comme ça quand je fais de la voiture et tout, je pourrais écouter ce que j'aime entendre. Quand je discute avec mes potes pendant des heures de matos, de trucs comme ça, je pourrais entendre ça, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, tu peux très bien le faire. Et du coup, j'ai le premier invité, donc que tu as entendu, c'est Axel, mon pote, que j'ai invité en premier en me disant ça fera un galop d'essai. Tiens, on le passe à la maison mercredi, on enregistre. Et au final, c'était kiffant. Deuxième, j'ai invité MSOC. Fred, ouais. Et puis, de fil en aiguille, voilà, le truc, c'est kiffant en fait. Surtout que j'ai invité que des gens que je trouvais intéressants, parce que c'est un prétexte aussi d'avoir un podcast. C'est aussi ce que tu expliquais tout à l'heure en disant, ouais, j'aurais été content en fait de te recevoir, c'est que tu te sers aussi de ton podcast pour rencontrer et échanger avec des gens qui t'intéressent. Le projet, il a grandi comme ça. Tu parlais d'évidence, pour moi, c'était aussi
une évidence. J'avais envie d'être acteur de notre passion et puis essayer de proposer quelque chose de différent. Quand tu t'es lancé là-dessus, tu avais un minimum de connaissances en audio ou tu t'es dit, allez, vas-y, je tente en enregistrement, je regarde 2-3 tutos sur Internet et puis je me lance? Le podcast en lui-même, j'avais pas de connaissances, j'avais jamais eu de podcast. J'ai 40 ans maintenant et j'ai commencé à faire de la musique quand j'avais 12 ans. J'ai toujours eu du matériel pour enregistrer, pour composer de la musique, un séquenceur, tout un tas de trucs comme ça pour faire du son. Et fatalement, j'avais cette maîtrise-là. Donc, j'ai fait de la musique, j'ai sorti des albums, j'ai été DJ, j'ai sorti des mixtapes. J'avais l'habitude d'enregistrer du contenu. Après, pas forcément du podcast ou de la radio. Ça se ressent sur la musique parce que quand on écoute l'intro que tu as composé pour ton podcast, on entend le côté professionnel qu'il y a dedans. Ah bah ici, ça se massive le sérum. J'ai la ref. Tu parles de Massive, de trucs de Native Instruments ou rien à voir? Le truc de Native Instruments, ouais. Oui, Native Instruments, oui. Et sérum, Steve Duda. Et j'avais la ref aussi, mais je savais pas si c'était de ça dont tu parles. Ok. Oui, oui, les deux VST. Ok. Et du coup, attends, où on était? Tu parlais des connaissances en audio et je t'avais dit que ça s'entendait que tu faisais de la musique avec la façon dont tu avais produit ton intro. Dès le premier épisode, quelque chose qui claque et qui accroche. L'intro, c'est un peu une arnaque parce que c'est un morceau que j'ai pas produit moi autant où les autres morceaux, c'est moi qui les ai produits. Celui-là, quand j'ai enregistré le premier épisode, quand tu fais ta maquette, tu te prends pas trop la tête. Et je suis allé dans la base de sample de Logic, il y avait une boucle qui ressemblait un petit peu à l'ambiance que je voulais donner au podcast et je l'ai mise pour faire mon pilote et enregistrer ma voix off, Tactical Cast. Et au final, à force de travailler sur l'intro, à force d'entendre ce son-là, je me suis dit, en fait, pourquoi je vais me faire chier à prendre un de mes sons à moi alors que c'est travailler sur celui-là? Il est libre de droit et il est très bien. Je dois avouer que le son de l'intro, c'est pas moi qui l'ai fait. Je plaide coupable. Je l'ai pris directement dans Logic. Pardon. Mais après, tout le reste, c'est des prods. Pour terminer ta présentation, je vais te poser la question que tu as eu le plaisir de poser à minima 19 fois. Et histoire de boucler la boucle, Cano, si ta Guillaume brûle, quels sont les 3 éléments de gear que tu sauves et quelles sont les 3 répliques que tu sauves? Alors, moi, je vais pas être comme certains de mes invités, je ne vais pas tricher en disant, par exemple, non, mais ma gear room, moi, elle est dans mon garage. Si la maison brûle, je m'en fous. Je vais te dire que les 3 répliques, maintenant, c'est assez vite réglé. C'est mon HK416, avec qui j'ai le plus joué, qui est full upgrade, que j'ai poussé au max de ce dont j'avais envie. J'ai tout changé dedans et du coup, il y a des bonnes performances. Donc, je garderai ça en réplique. Je garderai mon Glock 17 Inokatsu, qui est un cadeau de Cybergun. Ils avaient été hyper cool. Quand t'avais reçu Raphaël? Ouais, absolument. Ouais. Quand j'avais reçu Raphaël est d'ailleurs un mec exceptionnel, très sympa, etc. Il a de bon goût pour t'offrir un Inokatsu. Pour la private joke, ils se sont plantés, il m'a envoyé un carton de réplique. J'ai reçu 25 Glock à la place d'en recevoir un. Donc il m'a appelé en me disant écoute, il faudrait que tu nous les renvoies parce qu'il y a eu un petit bug aux appros là. Franchement, il est super. On s'est encore vu cet été aux 80 ans du débarquement. On s'est fait un resto. On s'est tapé des fous rires et tout machin, il est vraiment très sympa. Bref, revenons à nos répliques. Donc le Glock Inokatsu et l'autre, ce serait une M4 que j'ai pimpé en mode du sang et des larmes. Et en termes de gear, ce serait mon gilet qui est un Cry SPC, swing cut, avec les trous pour que si tu t'immerges dans l'eau, que l'eau puisse ressortir plus facilement. Après, ça serait ma paire de Salomon GTX en Gore-Tex parce que je l'ai tout fait avec. Et après, en textile, j'ai une veste Arc'teryx Alpha parce que je suis un gros fan d'Arc'teryx, même dans le civil. Hein. On a passé moins de 2 minutes sur la réponse à la question. Hein. Chapeau. Et j'ai essayé de faire concis. J'ai plus parlé de Raphaël que de mon matos. C'est pas faux. Merci d'avoir fait cette petite présentation. Je propose qu'on repasse vers toi une fois que Red aura fait sa rubrique pour pouvoir parler du sujet de l'épisode qui est le podcast dans l'Airsoft. Et oui, on enchaîne avec Airsoft Fashion. Mais en fait, c'est quoi Airsoft Fashion? J'avais animé cette chronique Airsoft Fashion qui traitait de l'actualité, mais avec les temps de poste des épisodes, on avait 2 voire 3 mois de retard. Donc bon, parler du thème festival dans le dernier épisode du podcast qui est sorti fin décembre, alors que l'événement a eu lieu début novembre, la pertinence n'est pas forcément là. Donc pour cette saison 2, j'ai décidé de revoir la chronique. Donc on va arrêter les points sur l'actu, non parce que ça c'est mignon, mais je trouve pas ça hyper intéressant de parler avec retard des choses. Donc on va faire un focus sur un produit, une marque, un shop, une mode, une culture, ce genre de choses. On va aussi revoir le temps de parole sur le tour de table. Donc le tour de table, c'est en fin de chronique. On passait invité puis chroniqueur, les derniers achats, les envies, etc. C'était long, surtout pour certains. Je ne vais citer personne parce que c'est pas le but ici, on est dans un safe space. Mais on va revenir du coup sur ma question du début. C'est quoi Airsoft Fashion?
pour moi, en tout cas pour cette chronique, c'est quelque chose que je trouve hyper bien résumé dans le slogan d'un site japonais qui s'appelle SG Fashion Snap. Make yourself look neat even when you are in the combat. Donc, avoir la classe, même si tu es en train de faire la guerre, avec tout ce que ça peut dire la guerre dans l'airsoft, hein, c'est-à-dire jeux vidéo, films, etc. Le but d'Airsoft Fashion, c'est pas forcément d'avoir une tenue pratique, réaliste, cohérente, juste quelque chose qui est de la gueule, même si c'est pas incompatible. On peut avoir une tenue qui est de la gueule en ayant fait une inspi, en ayant un but ultra cohérent. C'est comme si tu le disais, Cano. Dans ta présentation, le truc, c'est d'avoir quelque chose qui est de la gueule, qui est de la patine. Si tu fais une tenue réaliste, c'est qu'elle ait une patine, qu'elle ait du vécu, qu'elle inspire quelque chose. Pas, tu viens d'acheter ta repro de Cry, plus ta repro JPC flambant neuve, tu as fait 2 parties avec et tu les laves parce que merde, ils ont un peu de boue dessus. C'est dommage. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce qui m'a donné envie de créer cette chronique, ce site japonais, SG Fashion Snap, qui est un blog de photographie où il y a de tout. Donc c'est un blog qui a été créé en 2013 et qui publie depuis ce moment-là des photos de tenues diverses et variées, que ce soit sur des hommes, des femmes ou des gens qui n'ont pas envie de se définir. Toujours est-il que c'est des tenues réalistes comme complètement farfelues, tirées de l'univers de fiction. J'ai vu du Gundam sur leur site en plus. On a vu des Gundam, ouais. On a vu des Gundam. Faut savoir que j'ai fait plonger Gaunt et Kurma dans ce rabbit hole qui est SG Fashion Snap et Gaunt qui devait aller se coucher et rester 30 minutes, 1 heure à inspecter les nombreuses pages. C'est un site que je conseille à tous les gens pour des inspi, réalistes ou non, parce que peut y avoir des trucs hyper cool et pas forcément réalistes ou pas forcément midi. Je sais que quand je leur ai fait découvrir, on a particulièrement parlé des tenues de type officier de police ou marshal. Parce que les Japonais, ils sont fait chier à faire des chouettes tenues. Mais ils ont évidemment une section reenactment pour tout ce qui est inspiré réel, que ce soit du Seconde Guerre ou des JSDF, une tenue que moi j'adore. Hein. Évidemment, c'est un gros site au Japon, donc ils ont un partenariat avec Tokyo Marui. voilà, TM. Et ils sont présents sur de nombreuses grosses OP et parties tout autour du Japon. Donc j'aimerais bien à un moment les croiser. On verra si ça se fera. Pour moi qui suis un noob complet de SG Fashion Snap, est-ce qu'ils prennent des photos dans l'OP comme on peut avoir nos photographes en France qui le font, ou est-ce que c'est à l'extérieur de l'OP, juste avant que les gens rentrent sur le terrain ou quand ils en sortent? Les deux, ils font quelques photos d'OP qu'ils mettent dans une section particulière de leur site, mais le gros du site se focus sur quelque chose dont tu avais discuté avec Omer lors du dernier épisode de la saison 1, sur des portraits d'airsofters, où en gros, on va parler de l'airsofter, de la personne, de ce qu'il fait dans la vie, et ensuite, ils vont détailler sa kit list, sa réplique, etc., etc. Généralement, les personnes qui sont mises en avant, c'est des personnes qui apportent un truc. C'est pas Kazuma qui est avec son multicam ou son RDL basique avec une tenue vue, revue et rata vue. C'est généralement des tenues ultra travaillées qui inspirent quelque chose, quoi. Donc, tout l'esprit SDG Fashion Snap. Mais c'est ça qui est cool, ces aspects portraits où tu vas voir que Michel, il est salaryman, mais il a claqué toute sa thune dans du Cry, dans du Ferro Concept, dans ce genre de choses, et il a une tenue qui a de la gueule, parce qu'il a beau avoir claqué tout son argent, il en fait quelque chose, et tu vois que la tenue est jouée, et elle a de la gueule. Je pense que ça définit pas mal SG Fashion Snap, et donc si vous recherchez des idées d'inspiration, ou que vous êtes en train de faire une tenue et que vous avez besoin d'inspiration pour vous la faire progresser, n'hésitez pas. SG Fashion Snap, c'est l'un de mes coups de cœur que j'utilise depuis des années juste pour suivre ce qui se fait, voir des belles tenues et kiffer quoi. Et si Kano a acheté quelque chose d'ici la fin de l'épisode, ça sera forcément ta faute avec ce site-là. Oui, j'y crois tout à fait. Tiens, on parle de Kano, donc on va passer maintenant à la deuxième partie de cette chronique qui est le classique tour de table. Kano, je vais te poser la même question qu'à tous les invités qui sont passés avant toi. Est-ce que tu as acheté des petits trucs? Bon, vraisemblablement non vu la première partie, mais est-ce que du coup tu as des envies particulières vu que tu t'y remets petit à petit? J'ai que ça des envies. Je suis le genre de mec, comme je disais tout à l'heure, je vais faire une partie un dimanche, je reviens, mais pourquoi j'ai pas ça, moi? Pourquoi j'ai pas ça? Puis je me retrouve à acheter tout un tas de trucs. Tu vois, par exemple, j'avais une veste PCU level 5. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une sorte de soft shell grise que les Navy Seals et beaucoup de Marines ont. Et je l'ai vendue et en fait, je regrette de l'avoir vendue. Donc peut-être que ça, je m'en reprendrai une. Sinon, à part ça, je pense qu'il va falloir que je me reprenne un casque aussi. Repro ou plus un vrai truc Non, plus une repro parce que déjà, c'est hors de prix tout ce qui est balistique. C'est vrai. En plus, c'est lourd et du coup, ça te déglingue les cervicales. Jusqu'à ce que les mecs en face tirent pas de vraies balles, je vois pas trop l'intérêt de porter du balistique. Tu vois. On sait jamais. Hein. Moi, pour la veste, pour le coup, ça c'est du classique. Hein. J'ai un ami tu parlais d'Arc'teryx, qui est un fan du Card, un sac de la marque, et qui en a vendu et racheté plein parce qu'à chaque fois il manque. Et là, je crois qu'il en a 5 différents dans sa connexion. Ah, je vois pas lesquels c'est, tu vois. Card, C-A-R-D? K-H-A-R-D, je crois. Très bon sac. Les prix, c'est du Arc'teryx. Oui, c'est un peu le problème. Hein.
Mais bon, je vois que toi aussi, t'as du coup potentiellement des soucis d'achat compulsif. Et comme par hasard, au retour de partie, sache que tu n'es pas seul. Et ici, on a Kurma, mon binôme. Et cette fois-ci, il a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Exactement, ça tombe bien, ça va correspondre exactement à la rubrique tech après, mais en ce moment, moi, c'est les Bullpup. Je vais choisir un seul Bullpup parce qu'il faut savoir que j'ai besoin d'acheter constamment, donc si je devais parler, j'en aurais pour 3 heures. Dernièrement, j'ai passé pas mal de temps sur mon Hog. Je me suis dit que c'était une bonne idée de foutre le paquet sur mon Hog Novrich. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Ça a été moins simple que ce que je pensais. J'ai notamment fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir monter un bloc Begadi. J'en ai déjà parlé plein de fois, je vais pas vous faire un dessin, qui normalement n'est pas compatible avec les canons Novrich. Bon, tout est compatible avec une Dremel et du Teflon. J'ai eu l'occasion de tester quelques petits combos à l'intérieur de la Gearbox pour me rendre compte que j'étais peut-être allé un petit peu loin dans les délires et repartir finalement sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. Il fonctionne depuis hier soir, voilà. J'ai eu énormément de petits soucis, donc maintenant je connais Log en long, en large et en travers. Je pensais que je le connaissais avant déjà, mais c'était pas le cas. Donc la dernière folie, c'était Log. La prochaine folie, vous en apprendrez plus au prochain podcast. C'est ça. Puis bon, c'est vrai que un OG à 8 millions de RPS, c'était pas très utile. C'était rigolo en vidéo, surtout à partager sur 5,95, Voilà. mais pratique, non. J'ai pris le plus petit ratio possible en single sector, donc c'était du 12-1 avec le brushless le plus énervé du marché. Pour faire court, ça fidait mais ça fidait pas, ça faisait semblant de fider. Par contre, Kurma, tu nous as appris quelque chose tout à l'heure, c'est que la saga du MDRX va enfin s'arrêter chez toi, et qu'après avoir refusé de me le vendre pendant 3 épisodes, Et oui, et attendre que je l'ai acheté, tu décides enfin de le revendre. ça fait un peu doublon avec Log et malheureusement, après upgrade, Log reste toujours le meilleur. Le problème du MDRX, c'est qu'on a une marge de manœuvre dessus qui est pas énorme. C'est une magnifique réplique, la V3 marche. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est pas suffisant. Ça va juste traîner dans mon placard, je vais jamais le sortir parce que je préfère Log. Dommage, tant pis. Bravo Silverback quand même. Je l'ai craché dessus pendant un bon moment par rapport au MDRX, mais franchement, la V3, elle est correcte. Bravo à eux quand même, ils ont vraiment fait un bon taf. Justement, tiens, Alexis, tu parles de la saga MDR de Kurma, mais toi, t'as passé l'entièreté de la saison 1 à nous faire ta saga du MDRX, de nous le teaser sur les premiers épisodes pour enfin dire que tu en avais acheté un et que tu l'avais utilisé lors du dernier. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle saga sur cette saison? La saga de trouver quelque chose adapté à ma vue pour jouer. J'ai précommandé, ça doit partir là dans 4 jours, les Air Rider de Tritech. Nice. Pour enfin mettre des verres à ma vue et voir si ça va le faire, parce qu'avec Gont, on va tenter un challenge de Sniper Spotter ACP cette année. Je suis bigleux, je vois très bien à travers une lunette sur ma réplique, mais sinon j'ai besoin de ma paire de lunettes pour bien discerner les choses. Et c'est pour ça que je tente quelque chose là-dessus cette année. Tu vas découvrir un truc qui est d'avoir 2 verres, tu vas te retrouver avec de la buée de malade. Vraiment, c'est un enfer. J'ai testé aussi avoir des inserts Ouais. et c'est atroce. Parce que la plupart des lunettes type ESS ou même les lunettes Bollé, X800, etc. sont traitées anti-buée. Là où les verres pour la vue, les traitements anti-buée sont très légers. Et tu te retrouves avec la buée de ouf. Moi, j'ai jamais réussi à jouer avec. J'ai le même problème qu'Alexis et j'imagine toi du coup Cano, c'est que j'ai le cul de bouteille et j'ai un X1000 de chez Bollé qui est traité en anti-buée et tout ça. Ouais, le masque, super. Mais le problème, c'est les lunettes de vue en fait. C'est exactement ça. Et le masque, t'as que la partie intérieure qui peut prendre la buée. Tes lunettes de vue, intérieure, extérieure, vu qu'elles sont dans le masque. Ah ouais, c'est atroce. Mais en tant que Airsofter et bigleux, il y a même eu un épisode dédié là-dessus. J'ai fait une comparaison des systèmes EX Fog et Novrich anti-buée sur mon blog, vu que Kurma avait acheté le Novrich et moi j'utilisais depuis pas mal de mois le EX Fog, et ça marche super bien. Et j'avais le Novrich aussi, j'avais trouvé ça super efficace, mais le problème c'est que ça fait du bruit. Ouais, Quand t'es en CQB, on t'entend arriver. ça peut être chiant, CQB nocturne, ouais. En forêt et tout ça, c'est ok. Hein. J'avoue que moi je l'ai monté sur un casque, donc ça va. Les problèmes de montage pour moi c'était le X-Fog vu que c'est 2 bus qui vont sur les côtés. C'est un très bon système que j'adore. Heureusement qu'il y a des anti-buées pour nous, mais c'est pas sans défaut. Justement le bruit, j'avais fait un test de bruit dans mon comparatif qui est dispo sur mon blog. J'ai comparé le bruit du Novrich et du X-Fog et c'est peu ou prou la même chose, à part dans les modes plus élevés où le Novrich avait tendance à être plus bruyant que le X-Fog. Mais dans les modes minimum, c'est similaire. Voilà. Bon, on va passer sur ton binôme du coup Alexis. Le Gaunt, il est là? Toujours là. Alors, ça dit quoi? Ça dit que j'ai dans l'optique de me prendre un MP5 A3 Sima, aimanté la crossfix qu'il y a pour les A4, pour me faire une tenue de Medic Mercs mode Blood Diamond pour rester dans les rêves de film. Ça sent les crimes de guerre, ça. On parlait des équipements qui ont un peu de vécu pour aller avec un chest rig M83 sud-africain qui a vu les traces de sang intérieur vraiment fait la guerre lui pour le coup.
Histoire de vraiment avoir la dégaine du bon vieux Merx qui va piller des villages pour choper du fric. C'est le problème quand t'achètes en surplus, effectivement, il est arrivé, il avait une petite trace de sang sur son chest-rig. Petite. Incroyable. C'est une sacrée pizza, ça trace de sang quand même. Hein. Je trouve que c'est un airsofter qui s'est coincé les doigts dans sa réplique. Et toi, tu fantasmes le truc en disant ah, ça a fait la guerre, mon gars. Non, non, c'est Kevin qui s'est mis les doigts dans sa réplique. C'est Michel qui est tombé dans une cage d'escalier sur un CQB. Il a des sacrés gros doigts, le Kevin. Hein. Ouais, voilà, c'est les seules envies du moment. Et pour une fois, c'est pas de l'Airstall. C'est vrai que pour une fois, c'est pas de la Ashton. C'est du Claire Corps. C'est le pays d'à côté. C'est vrai. C'est le drapeau, mais non. Dans l'autre sens. On va terminer ce tour de table avec moi qui, normalement, j'étais censé rien acheter. C'est bon, je vends plein de trucs, j'arrête. Kurma s'était fait une M4 que je trouvais très stylée, qui m'inspirait des choses. Mais je me suis dit, non, arrête. Je l'ai essayé, j'ai acheté tout pour faire la même chose. Et je fais mon twist au niveau de l'externe, mais l'interne, j'ai suivi la recette du chef. Et peut-être soon un article sur mon blog. On rappelle aux auditeurs dans combien de temps tu pars au Japon? Chut, non, on ne rappelle ça à personne, mon compte en banque il va très bien. Je dis ça, mais j'ai fait attention à pas puiser ce qui va là. C'est du surplus, même si bon, tout surplus est bon à prendre pour un voyage de cette envergure, mais tout va bien. Les répliques que je vends vont être vendues avant mon départ, j'ai confiance. C'en est donc terminé pour cette rubrique Airsoft Fashion V2. On se retrouve la prochaine fois pour parler des réseaux sociaux et des inspi. Merci Red pour cette rubrique Airsoft Fashion. Force est de constater que ce nouveau coup de polish lui a fait du bien. Vivement la prochaine. Il est donc temps d'aborder le thème du jour avec l'invité. Générique. Oh my god! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! Et nous voilà donc de retour avec Kano dans la section podcast dans l'Airsoft. Et moi, je suis en train d'essayer de trouver une PCU, du coup, à cause de vous, là, sur Vinted. Énorme. Bon alors Kano, avant de commencer à parler de podcast, est-ce que tu pourrais décrire aujourd'hui à nos auditeurs ce qu'est Tactical Cast et imaginons que tu t'adresses à certains d'entre eux qui n'ont pas eu la chance d'écouter tes épisodes. Tactical Cast, c'est un podcast qui traite principalement des sujets airsoft, plus largement des sujets de défense en interviewant des opérateurs. Il y a eu des opérateurs de groupes d'intervention de la gendarmerie, pour ne pas les citer, et T'avais Tony, ouais, il y a eu des forces spéciales. Il y avait d'autres invités qui devaient passer, que j'avais rencontrés, du CPA10, du RPIMA. J'ai pas mal de contacts là-dedans. J'ai d'autres commars aussi, d'autres commandos marines de l'Orient. Le principe, c'était que je voulais inviter des gens qui étaient intéressants et avec qui j'aurais aimé avoir une conversation et faire partager cette conversation-là à des gens. Et par la même occasion, du coup, parler de notre passion commune, du coup, qui est l'airsoft, un peu différemment, parler aussi de l'image qu'on peut véhiculer auprès des gens qui connaissent pas la discipline, de pouvoir échanger là-dessus, pouvoir parler de matos, faire un espèce de grand fourre-tout avec des invités où on parle comme des passionnés. J'avais eu des retours via Insta, beaucoup de gens qui disaient ah, j'adore écouter Tactical Cast parce que j'ai l'impression d'être à table avec toi et un invité et de vous écouter parler et c'est intéressant. Et c'est exactement ce que je voulais créer, quoi. bah, c'était ce que je te disais quand on parlait sur la première section, qu'on avait l'impression de te connaître parce qu'on a énormément entendu ta voix Ouais, possible. Ouais. de ce type de conversation qui était mise en place. Ouais, c'est possible. Et puis, c'est aussi le format qui veut ça, c'est que c'est assez décontracté. T'as pas de carcan, comme tu peux connaître dans certains médias, où tu dois faire attention à ce que tu dis, comme on le disait en off avant de commencer l'enregistrement. Il y a eu des choses que j'ai été obligé de censurer ou de conseiller aux invités. Ouais, tu devrais pas dire ça parce que je pense que ça va te retomber dessus. C'est ce que j'ai dit à tous mes invités quand je les recevais, c'est que moi, mon but, en fait, c'est aussi de te protéger en tant qu'invité. C'est que si moi, je vois que tu dis quelque chose qui pourrait être mal interprété, parce que c'est toujours pareil, quand tu parles pendant 2 heures, parfois, tu t'écoutes pas parler. Donc, tu peux être amené à dire quelque chose que tu penses pas vraiment ou t'exprimer pas exactement de la manière dont tu voudrais dire les choses, qui pourrait être mal interprété. Et puis après, tu peux te retrouver avec un bad buzz de ouf à base d'un tel, c'est un fasciste ou lui, il est homophobe ou il peut y avoir tout un tas de trucs qui peuvent te tomber sur le coin du nez maintenant. Donc mon but, c'était aussi de protéger mes invités en faisant un peu le... Le garde-fou. Ouais, c'est ça. Parce que si tout était sorti, alors ça se trouve, il serait rien passé, mais il y a eu quelques interventions qui auraient pu être mal interprétées. Plus par maladresse que par méchanceté ou autre, quoi. En général, avec les invités, on échange une première fois, je les appelle pendant 1 heure, on discute de tout, de rien, histoire de briser un peu la glace. Donc quand on commence l'enregistrement, l'ambiance est un peu détendue et puis on est un peu à la cool entre potes, il n'y a pas trop de pression, quoi. Exactement ce qu'on n'a pas fait. Moi, je suis quand même assez admiratif. Tu as eu un rythme de production qui a été assez phénoménal. Tu sortais un épisode tous les 15 jours, si je dis pas de bêtises. Et je suis admiratif devant la quantité de travail que tu as battu. En fait, c'était un contexte particulier pour moi. Ça explique aussi le fait que je produise plus là depuis, je sais même pas depuis quand d'ailleurs. C'est que en fait, quand j'ai commencé à produire le podcast, je m'étais blessé le dos. En fait, j'ai eu un problème au dos.
et je me suis retrouvé en arrêt. Je suis un peu hyperactif et j'ai eu du mal au bout de la 3e semaine d'arrêt. À te dire que t'allais rien faire et que t'allais rester le cul posé sur ton canapé, quoi. C'est ça, à me taper du Netflix, et cetera. Ça me frustrait un petit peu. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'avais un peu en tête l'idée d'avoir envie de faire un podcast autour de l'airsoft et je me suis dit, bah, tu sais quoi, là, t'as le temps, bah, vas-y. Et c'est pour ça que je te disais, j'ai dit à Axel un mercredi, bah, tiens, tu finis tôt, passe me voir. On a enregistré un premier truc, j'ai pris un abonnement. Et puis au final, je te dis, après, ça a enchaîné avec Fred, avec d'autres invités, etc. Et puis tu vois que ça prend, que les gens t'envoient des retours en disant, ouais, c'est super, hein, tiens, il y a un tel qui voudrait passer dans le podcast. Je sais plus quand c'était, mais mon frangin m'envoie une vidéo et il me dit, oh, tiens, j'étais en train de regarder une vidéo de Canseb. Et il me dit, tiens, regarde à telle minute et il est dans un shop et en fait, il parle de Tactical Cast et tout. Et donc, tu as tout ce truc-là, en fait, où les gens commencent un peu à parler de ce que tu fais, parce que c'est une petite communauté, donc forcément, ça va vite quand quelqu'un essaie de faire quelque chose. Et du coup, c'est grisant, quoi, parce que tu dis, c'est cool, ce que je fais, ça plaît. Comme j'avais du temps, puis j'étais un peu galvanisé par l'idée d'avoir envie de produire un truc un peu cool, j'ai fait parfois un épisode par semaine. Et puis après, petit à petit, forcément, ça allait mieux, donc tant mieux. J'ai repris le boulot, j'ai continué à produire des trucs. Et puis après, j'ai changé de boulot, c'est devenu un peu plus compliqué. Enfin, et là, maintenant, je suis encore dans un autre boulot qui est encore plus prenant. Et si je dois te confier un truc, j'ai un épisode qui est enregistré depuis juin dernier et que je n'ai pas eu le temps de monter pour plusieurs raisons. Ça va sortir, hein, c'est avec Neo35 pour ceux qui le connaissent. Tout le monde le connaît. Oui, très très bien. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un YouTuber qui fait du reenactment World War II. Et donc, on s'est vu pendant les 80 ans du débarquement. On a fait un épisode là-bas, en direct. Ah ouais, en plus, il y avait l'ambiance pour pouvoir le produire. Il y avait rien de mieux à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y avait Raph qui nous avait rejoint. C'était vraiment cool ce moment-là. Néo, c'est un garçon super, super intéressant et tout ça. Donc on a passé un super moment et je suis rentré et j'ai repris le boulot. J'ai pas eu le temps. Après, j'ai eu mon Mac qui a planté pendant 2 mois. Je m'en suis pas occupé parce que j'étais sur autre chose. Et tu sais ce que c'est, le temps, ça passe tellement vite qu'après, il y a eu les fêtes, après machin. La vie dans la maison, les enfants, tu te fais prendre de court et puis ça traîne. Ouais, c'est clair. Mon petit, il a 4 ans, il est dans une phase où c'est des piles électriques. T'as pas de temps, en fait, t'as pas de temps pour toi. Et encore, j'en ai qu'un. J'ai l'impression que c'est à tout âge. La grande, elle va faire 3 ans et le petit, il a 10 mois. Et bienvenue dans les maternelles. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la paternité. Non, mais carrément, vous les auditeurs, vous le savez pas, mais je suis en train d'enregistrer. J'ai mon fils dans les bras, je suis en train de le bercer pour l'endormir. On est à ce niveau de professionnalisme dans l'airsoft. T'en fais pas, tu vas lui mettre la chronique sur Kurma, il va être très content, il va apprendre des choses. Non, non, là, il dort, hein, mais le truc, c'est que je peux pas bouger pour aller le coucher. Ouais, mais il peut apprendre des trucs pendant son sommeil. Ça marche, je crois. Donc il faut que je termine. Je pense que j'ai édité l'épisode là dans les semaines à venir parce que j'ai envoyé un texto à Néo il y a une semaine ou deux là, en lui disant vraiment je suis désolé, c'est pas cool. On a enregistré le truc et puis j'ai pas eu le temps donc il faut impérativement que je le monte et qu'on sorte un truc sympa autour de ça quoi. Ouais, et puis peut-être que tu vas arriver à te remettre sur un rythme pour pouvoir lancer de la production. Je pense qu'il y a de ça aussi, c'est que c'est un peu comme tout, c'est que quand tu arrêtes de faire quelque chose pendant un temps, tu as un peu de mal à te relancer, à te dire bon allez vas-y on y retourne, etc. Et pourtant, quand tu y retournes, tu recommences, tu te rends compte que tu kiffes ça et puis ça te donne un nouveau truc. Mais je pense que quand tu vas relancer l'épisode sur Neo 35, tu remets une publication sur Airsoft francophone, tu vas voir que les gens vont être fans et ça va reparler. En fait, tout ça, c'est du marketing. Je crée le besoin. Peut-être que les gens seraient contents d'avoir un épisode à nouveau, mais après, c'est... Ah ben moi, je t'avoue qu'il faut m'occuper aussi sur les trajets de voiture pour aller au travail, hein. J'ai 2 heures aller-retour. Ouais, je comprends. Un épisode de Tactical Cast, ça fait 2 heures en moyenne. Ouais, c'est ça. Mais après, il n'y a pas de mépris. Ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais d'être galvanisé par le fait que des gens écoutent et qu'on en parle, c'est à l'échelle de ce qu'est un podcast autour de l'airsoft, c'est-à-dire Peanuts. Bah, les trucs, à la base, je les fais pour moi, pour me faire plaisir, pour avoir des échanges intéressants avec quelqu'un et parler de ma passion. Et derrière, effectivement, comme vous, j'imagine, quand tu as des gens qui écoutent ton taf qui disent « Oh, j'ai bien kiffé l'épisode précédent, c'était vraiment intéressant », ou que tu as des gens qui t'envoient des messages en te disant « Ouais, j'aime bien, c'est hyper important », et c'est pour ça, après, on avait échangé avec Ding sur le sujet. C'est hyper important d'avoir des retours positifs parce que la plupart des gens pensent que les créateurs de contenu, c'est des gens duquel c'est le métier et qu'ils sont à l'épreuve de toutes les critiques. Tu peux leur balancer des seaux de merde à la gueule et les gars, ils vont continuer à faire le truc. Non, la plupart du temps, les gens comme nous, comme vous, qui faites ce podcast-là, c'est sur votre temps perso. Ça te coûte plus d'argent que t'en gagnes. Le seul avantage que j'ai eu, c'est effectivement le cadeau Glock que j'ai eu. Sinon, le podcast m'a coûté 1000 euros, quoi. Ouais, avec l'hébergeur, t'es à 13 euros par mois. Exactement. Et par exemple, un épisode comme Airsoft Entrepôt, je suis allé à Rennes, je me suis équipé en achetant un micro, tout un tas de trucs comme ça où tu... Karma Fit, tu t'es déplacé aussi pour le faire. Ouais, exact, ben oui. T'as été sur Bordeaux, je crois.
Ouais, exact, on avait pris une chambre d'hôtel. Forcément, ça te coûte de la thune. Donc, faut que tu kiffes un minimum ce que tu fais parce que sinon, ça n'a aucune forme d'intérêt que de te faire chier à aller à l'autre bout de la France pour enregistrer. Ce que je veux dire en propos sous-jacent, c'est que les gens qui font de l'airsoft, il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils ont de la chance d'avoir des gens comme par exemple Ding qui ont assez d'amour pour cette discipline pour produire du contenu de qualité De manière régulière. puis depuis un moment. Et c'est hyper important de leur envoyer de la force à ces gens-là. Je parle de Ding parce que c'est le nom qui m'est venu en tête, mais tous les autres, c'est pareil, quoi. Et vous et tout le monde, on est une toute petite communauté. Si on s'envoie pas de la force, qui va le faire, quoi? Ding, c'est le sang. Ouais, c'est le sang papier. Hurrah. Je me demande s'il sera pas mort de rire en entendant cette vanne. Si, je pense. En tout cas, je lui fais un gros zoubi. T'as évoqué le fait que tu t'étais acheté un micro, mais de quoi tu t'es équipé pour enregistrer les échanges avec les invités? De base, j'étais équipé avec un micro, un AKG C214, donc c'est un micro statique plus pour la musique qu'autre chose. Donc moi, j'enregistrais ici avec ce micro-là et j'avais un autre micro à main où j'enregistrais les invités. Derrière, il a fallu que je m'équipe avec un micro portable pour pouvoir aller enregistrer ailleurs, en fait, parce que je ne vais pas déplacer mon studio quand je vais ailleurs. Donc je me suis acheté un Tascam portable et derrière, j'ai eu besoin d'avoir aussi un autre micro statique pour pouvoir enregistrer en face à face un autre invité. Puis après, j'ai dans mon studio des monitoring HS50 Yamaha, c'est des enceintes de monitoring avec un iMac, un clavier MIDI standard, enfin rien de fou, mais un petit home studio qui me permet de faire ce que je veux, quoi. Il y a du budget, ouais. T'es sûr que quand je te posais la question de la Gear Home, tu voulais pas récupérer quelques trucs de ton studio plutôt que certaines répliques? C'est pas du matos de ouf, hein. J'ai des potes qui font de la zik, qui ont des studios, mais c'est un truc de malade. Enfin, moi, à côté, je suis un petit joueur. J'ai un petit studio pour faire un peu de zik sans avoir pété le code Heavy. Voilà, quoi. Et les montages des épisodes, tu t'y prends comment pour les monter? Comme je produis de la zik sur Logic, je monte sur Logic, donc Tu restes dessus? ouais. En général, comment ça se passe pour un épisode de Tactical Cast, c'est je vais contacter un invité, parce que la plupart du temps, c'est moi qui contactais les invités. Il y en a eu certains qui m'ont contacté en me disant, ah, je serais content de passer, etc. Mais il y en a beaucoup que j'ai contacté aussi. On se calait un rendez-vous où pendant 1 heure et demie, on discutait. Déjà pour que j'apprenne à connaître la personne, savoir un peu à qui j'avais affaire et que elle aussi sache à qui elle a affaire. Parce que c'est toujours pareil. Tu passes dans le podcast de quelqu'un, tu sais jamais ce qui t'attend. Et puis après ça, on prenait rendez-vous, on enregistrait. La technique a évolué au fil du temps. Au début, je faisais un peu comme toi, c'est-à-dire que j'enregistrais via Discord. Non, c'était via Skype et le son était pas bon, quoi. Ah ouais. Là, avec Fred, premier épisode à distance, c'était comme ça qu'on avait fait, mais c'était pas ouf en termes de son. Et donc après, j'ai fait autrement, c'est-à-dire que je demandais aux invités d'avoir leur téléphone avec des écouteurs pour pouvoir m'entendre leur parler, et un deuxième téléphone en dictaphone où ils enregistraient que leur voix. Mmh. Et je leur demandais de m'envoyer la piste voix de leur côté pour que moi je puisse avoir la piste voix sans la mienne, et ça me permettait d'avoir mes deux pistes, et après je faisais mon montage un peu comme toi, c'est-à-dire rendre les choses dynamiques, enlever les enfin tu vois, tous ces trucs-là, tu les dégages. Les petits bruits de bouche un peu dégueulasses, les souffles de Kurma. Absolument, ouais. Ah ben voilà, comme d'habitude. C'est l'édition, t'as 2 heures de podcast, t'as 4 ou 6 heures d'édition derrière, quoi. Mais je pense que pour toi, c'est à peu près pareil. En plus, t'es un peu perfectionniste, donc Comme j'ai appris à monter sur des parties de jeux de rôle et des actual play par une personne qui est du milieu, on gomme tout. Je vais re-rythmer jusqu'à la milliseconde pour avoir quelque chose qui soit cohérent. Et encore, je suis pas aussi perfectionniste dans ce podcast-là que sur les parties de jeux de rôle que je monte. ok. Sur 1 minute que tu auras dans l'épisode final, ça me prend 10 minutes de temps de montage. Ta post-prod, elle est 10 fois plus longue que ton enregistrement. C'est ça. Bah, c'est sûr que maintenant, en plus, en termes de qualité de production, quand tu regardes ce qui est produit sur YouTube ou même en podcast, il y a un niveau et c'est très très élevé. Tu peux pas arriver en produisant un truc complètement moisi parce que personne va t'écouter, quoi. C'est ça le problème que j'ai, c'est que vu que j'ai été habitué à avoir une qualité comme ça, moi de mon côté, je ne peux pas aller écouter un live Twitch. Ouais, je comprends. Parce que derrière, il va y avoir des répétitions, il va y avoir des lags. Au bout de 2 minutes, je me dirais, bon, en fait, c'est trop long, je peux pas écouter ça. Mm. Et pourtant, j'ai essayé sur du jeu de rôle sur lequel tu as de l'enjeu, du dynamisme, j'ai jamais réussi à accrocher. Ouais, puis tout le monde n'est pas à même de pouvoir parler comme ça pendant 2 heures et que ce soit intéressant. T'as tout un tas de mecs qui ont des tics de langage et c'est insoutenable, ou qui vont dire des E, qui ont des mots parasites. En fait, voilà, en fait, machin. Ça rend le contenu inaudible. En plus de ça, tenir la cadence. Mm. Tenir une cadence de production, si imagine, tu as un streamer qui te fait 1 ou 2 streams par semaine, tenir une cadence sur lequel il a une rigueur, Ouais, c'est clair, c'est chaud. le temps de préparer et tout, je suis assez admiratif devant les personnes qui arrivent à faire ça, même si je suis pas consommateur. C'est sûr, je suis en phase avec toi. Est-ce que tu vois un avenir dans ce qui est podcast dédié à l'airsoft, étant donné qu'on a une petite communauté? Pour faire un peu écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est que non, il n'y a pas d'avenir dans la production de contenus qui sont autour d'une passion. De niche, hein. Ouais, c'est tellement de la niche
qu'il n'y a pas d'avenir si tu entends l'avenir comme étant pouvoir gagner ta vie, pouvoir en faire ton métier. Je ne pense pas que ce soit un truc d'avenir. Par contre, si tu as à cœur de produire du contenu de qualité, intéresser les gens et que tu le fais parce que ça te fait kiffer, là oui, clairement. On parlait de Dean tout à l'heure, ça fait des années qu'il fait ça. Il a un contenu de qualité assez constante, il n'y a pas de grosses baisses de régime, etc. Donc oui, tu peux le faire. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'attente derrière en disant je vais tout péter, je vais pouvoir arrêter mon boulot et puis je vais être podcasteur. Là, non, quoi. À part si tu es journaliste professionnel, je pense par exemple à C'est plus que de la SF de Loïc Chéry. Ouais. Je pense que c'est pas simple non plus. Pourtant, il produit un épisode par semaine. Il y a tout un tas de gens qui vivent de leur podcast, qui ont effectivement un rythme de production qui est plus élevé qu'en tout cas Tactical Cast depuis la dernière année. Mais à côté de ça, ils sont sur des segments qui sont des segments où ça va être du true crime, des histoires paranormales ou des trucs d'histoire, etc., qui sont beaucoup plus ouverts. Et même sur de la maternité. Oui, oui, oui. Et parentalité, ma femme, elle écoute un podcast d'une personne, je crois que c'est Bliss. Mhm. Elle sort un épisode toutes les semaines, elle arrive à se renouveler dessus, et elle arrive à en vivre. Mais bien sûr, parce qu'elle parle pas d'airsoft. C'est un sujet qui nous touche tous. Ouais, c'est ça. À un moment, on peut passer par le stade de la parentalité, et donc va peut-être être touché par des épisodes qui sont sortis. Ouais, bien sûr. Et puis c'est un format en plus qui s'y prête vachement bien, le podcast pour ce type de sujet. Mais l'airsoft, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont consommer du contenu autour de l'airsoft pour voir du sensationnalisme aussi, qui vont aller voir du Kicking Mustang parce que le mec il met des billes dans la gueule des mecs. Et que... Tu vois ce que je veux dire? Ces mecs-là, comment tu veux les accrocher sur du podcast? Ça va pas les intéresser. Vous parliez de Ding qui a un blog, parce qu'on parle beaucoup des vidéos de Ding, mais Ding avant tout c'est un blog. Il y a plein de gens qui sont en mode ouais, ton blog il m'a bien aidé, mais la majorité des gens ils sont en mode l'overview, l'overview, l'overview. Mhm. Et la review qui va sortir sur le blog, ils iront peut-être la checker si c'est une réplique qu'ils ont ou qu'ils veulent acheter. Ils fréquenteront pas le blog aussi parce que c'est pas du contenu que tu peux ingérer comme ça. Absolument. Et le podcast c'est pareil. Mais c'est ça qui est intéressant aussi parce que à contrario, tu vas avoir aussi la qualité du défaut, c'est-à-dire que le format podcast, ça cible aussi un auditoire qui est complètement différent du YouTube. Les gens qui vont consommer du YouTube sont pas forcément ceux qui vont consommer du podcast et inversement. Et souvent, tu vas avoir des gens qui sont plus intéressés par le fond, qui vont écouter du podcast, là où sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui sont plus intéressés par la forme. Je suis aussi versé dans l'automobile. J'écoute très peu de podcasts. C'est toi, Villebrequin, en fait. Je suis le Villebrequin. Le Villebrequin. Il y a une chaîne anglaise qui s'appelle Top Dead Center qui s'est lancée dans le podcast et je me suis dit pourquoi pas, et j'accroche beaucoup parce que leurs vidéos c'est très technique, c'est rempli, comme tu le disais, c'est du contenu que tu vas ingérer direct, c'est quelque chose de vivant, et leur podcast c'est plus posé, c'est plus des anecdotes, débattre de choses, et c'est vraiment les deux opposés, mais les deux sont hyper intéressants à suivre pour moi qui aime ce genre de contenu. Et puis le podcast, je trouve que c'est le format parfait pour le passionné. Parce que demain, tu as un mec qui est passionné de boutons que tu mets sur les freins, il est passionné que de boutons. Il va faire un podcast où il parle des boutons en acre en disant ouais machin j'ai trouvé des trucs. S'il y a un autre mec qui est passionné de boutons, tu peux être sûr que son contenu ça va le faire kiffer. Parce que il parle que de ça, il est pas bridé, il y a pas besoin d'avoir un rythme de fou, même un mec qui parle normalement. Et il aura trouvé un mec qui parle de boutons, quoi. Voilà, non mais c'est ça qui est génial. Limite, tu t'adresses qu'à ce mec-là. Tu crées un podcast et tu t'adresses qu'à ces gens-là qui sont intéressés par ce que tu dis. Ce qui est, je trouve, hyper intéressant. De rendre ton contenu hyper précis, en fait. Je vous ai perdu. Non, par rapport à ça, est-ce que toi, tu te tenterais d'explorer un nouveau format ou un autre type de média? Le seul que je vois, ce serait du YouTube, mais c'est toujours pareil. C'est quand tu vois déjà le temps que ça représente l'édition audio, l'édition vidéo, pour en avoir fait aussi beaucoup dans d'autres contextes, c'est un boulot de malade aussi, quoi. Et là, je sais d'avance que j'aurai pas la bande passante pour pouvoir faire du contenu vidéo. Tu vas être sur du x2, hein. La même quantité de temps que tu mets dans l'audio, tu vas le mettre dans la vidéo, Ouais, c'est ça. voire par moment plus, parce qu'il y a plein d'aspects que tu n'as pas forcément dans l'audio que tu auras dans la vidéo. Ouais, absolument. Et si t'es perfectionniste dans ta vidéo, tu vas la retourner peut-être 1, 2, 3, 4 fois. C'est ce que j'allais te dire. C'est un enfer à un moment. Mais le montage, rien que dans le montage, la colorimétrie, c'est le truc le plus horrible parce que tu peux ne pas te faire chier, ne pas faire de colo, tout simplement, ou en faire une globale qui à des moments va passer, à d'autres moments va pas passer, ou faire de la colorimétrie plan par plan pour t'assurer que tous tes plans sont raccords, qu'à chaque fois la lumière, les couleurs, tout est correct et cohérent. Ce que tu es plus ou moins quand même obligé de faire ton étalonnage plan par plan. Ça dépend ce que tu recherches. En théorie, si tu veux un produit parfait, genre du film, de la série ou des courts-métrages, t'es obligé de faire ça. Et ça, c'est pas pour rien que c'est un métier, parce que ça demande du temps. On peut parler de rotoscopie, où ça va être de la découpe image par image qui va être infect, juste pour que ton titre
il fasse le contour d'une personne. Ouais, c'est ça. Je faisais du motion design aussi à une Oh. période. Ça, pour que ce soit fluide. Du image par image. C'était génial parce que le rendu, tu voyais directement ce que tu étais en train de produire, etc. Donc c'était génial. Mais c'est un taf de malade. Et quand je t'entends parler, ça me fait penser à Jim qui produit ses vidéos. Et comme il me disait, moi, les vidéos autour de l'airsoft, c'est limite un prétexte parce que lui, ce qui lui plaît, c'est de faire de la vidéo. Et quand tu vois le rendu de ses vidéos, t'as compris quoi. Pour le coup, oui, je suis pas fan de Gene parce que c'est très cinématique. Alors, du Ouais, coup, ouais. ça se voit, il adore le cinéma et il cherche à faire du cinéma. Et pour ceux qui sont dans le délire, c'est trop cool. Et le problème, c'est toujours ces choses de qu'est-ce que tu cherches à regarder, les curseurs à ajuster. Après, il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste que Est-ce que tu aimes ou t'aimes pas? ça dépend de ce que tu cherches quoi. Mais derrière, son contenu, il est très pro, il est très propre, il est léché parce que le mec, c'est un passionné de tactique. C'est pas pour rien que c'est son taf maintenant aussi. Et il est à fond passionné de vidéo et ça, c'est cool. Je serais plus heureux de voir une vidéo de Jim postée demain ou de Fredring. Je suis plus content de regarder ce contenu-là que de regarder un contenu d'un mec qui joue un dimanche et juste de regarder dire un mec tirer des billes. Ça m'amuse moins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Effectivement, un gameplay à la con, même pas commenté, c'est pas pareil. Pour le coup, je suis pareil, j'aime pas. Mais je suis pas sûr que nous tous autour de la table, on soit consommateurs de gameplay à la con. Pour le coup, ça dépend des gens. Il peut y avoir des gameplays intéressants, même si, pareil, je suis pas fan de ce genre de contenu, mais il y a des gens qui vont rechercher ça parce que c'est du sensationnel, parce qu'ils ont besoin de se motiver pour leur prochaine partie, ou parce qu'ils sont en mode, oh, peut-être que je vais choper des moves ou quoi. Spoiler, non. On est des burgers sur pattes, donc pas tant. Il y a l'airsoft un peu fantasmé quand t'es sur ton canapé et que tu regardes un mec jouer. Ce qui est montré dans les vidéos, c'est du frag, les images les unes derrière les autres, et comme si l'airsoft était un truc hyper dynamique tout le temps, où t'étais en succès tout le temps quand tu regardes ces vidéos-là. Pour le coup, oui, ça va être les deux. Ça va être les gameplays qui vont être montés, qui vont rester des gameplays, mais qui vont être montés pour te montrer que les moments palpitants, Ouais, c'est ça. ou les trucs ultra cinématiques où il y a des transitions. Les deux, ça va te donner une impression que l'airsoft c'est ultra dynamique, il se passe tout le temps des choses, alors que la majeure partie du temps, c'est toi qui cours dans une prairie ou qui te fait aligner par un HPA dans un couloir. Puis on a tous connu ce moment-là où t'as trouvé un endroit, tu te caches et tu te dis je vais les attendre ici. Puis t'attends, t'attends, j'arrive pas que dalle. Et fin de partie. Et t'es là. Bon, bah ok. Bah c'était bien, hein, elle était bien ma partie, j'ai bien fait la sieste. J'espère que personne n'a vu parce que J'ai bien servi à rien là. les parties où en fait t'as l'impression de faire que des allers-retours au spawn, t'arrives sur le terrain, tu te fais toucher, tu retournes au spawn, et le genre de partie qui m'insupporte C'est aussi ça l'airsoft, malheureusement, tous les jours ne sont pas des bons jours. Hein. complètement. Et ouais, c'est le côté relou de l'airsoft. Et oui, Il faudrait qu'on ait des spawns automatiques comme dans les jeux vidéo. un drone qui vient te chercher et qui te ramène. Ouais, voilà, exactement. Comme ça, pas d'effort. Et au moins, ça évite les gens qui courent pour respawn et qui courent pour revenir. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil pour une personne qui veut se lancer dans le monde du podcast, que ce soit Airsoft ou autre? Je lui dirais plus ou moins ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu commences à te lancer dans le podcast pour un but précis, je pense que c'est une erreur. Je pense que quand tu fais des projets comme ça, il faut les faire parce que ce que tu fais, ça te plaît. Si ce que tu fais, ça te plaît, forcément, il y a des gens à qui ça va parler parce que ça sera authentique, qui tu auras mis un peu de qui tu es, de ta force de travail, etc. Dans un truc comme ça, tu mets de ton âme quand tu le fais. Forcément, ouais. Pas se dire, tiens, qu'est-ce qui marche? Tiens, il y a ça qui marche, il y a ça qui est cool, bah vas-y, je vais faire pareil. Parce que ça, en fait, au final, c'est pas ton identité, c'est pas ton projet. Je pense que c'est super important de rester authentique à qui tu es et rester en phase avec ce que tu veux produire. Même si c'est un produit qui va parler à 50 personnes, mieux vaut avoir 50 personnes hyper fidèles que 2000 qui vont écouter ton podcast une fois. Ah mais carrément, je suis complètement en phase avec toi sur le sujet. L'airsoft, c'est un secteur quand même qui est de niche. Je suis peut-être biaisé par les invités que tu as eus dès le début. Fred, Chef Pampan, Ding. Ça donne l'impression que tu as frappé fort et que ça te donnait une moyenne d'écoute qui, dans notre média, est assez haute. Non, j'avais pas une moyenne d'écoute assez haute parce que déjà, quand tu vois le contenu qui est le plus regardé sur YouTube, qui est du contenu sensationnaliste, etc., ça pète pas des millions de vues non plus. Le podcast, tu dois voir tes stats à toi. C'est encore beaucoup plus marginal en termes d'audience. Pour répondre à ta question, j'ai frappé fort, etc. Il y a deux choses, c'est que quand tu invites des gens dans un programme, à partir du moment où tu leur dis que tu vas parler d'eux, il y a assez peu de raisons qui font que les gens vont te dire non, ça m'intéresse pas. Du coup, moi, je me suis dit, il y a des gens dans le domaine qui m'intéressent, avec qui j'aimerais avoir des échanges. Je vais leur proposer directement, parce qu'au pire, ils vont dire quoi? Ils vont dire non. Je me suis dit, bah écoute, je vais aller prendre les gens. Je voulais des opérationnels, parce que je trouve ça fascinant, en fait, de discuter avec ces gens-là qui ont une vie qui est
complètement différente de la tienne, avec des problématiques quotidiennes qui n'ont rien à voir avec la tienne, puisque la problématique que tu as toi, c'est être à l'heure au périscolaire parce que ton gamin, sinon, machin. Bah eux, les mecs, ils peuvent se faire dessouder ou avoir des décisions qui font que leurs collègues peuvent se faire dessouder. Et je fantasme pas ça du tout, parce que je ne voudrais pas du tout de cette vie, mais c'est super intéressant de discuter avec eux, c'est super enrichissant. Je pense que je vais te plagier, c'était dans un épisode que tu avais fait où tu avais Tony Commando Marine qui avait fondé la société Émotion. Il t'avait raconté une anecdote où ils étaient allés faire une extraction d'un agent sous couverture sur une plage et qu'il disait mais nous on Ouais, ouais. fantasme complètement cette vie d'espion et toi tu disais mais pour nous comme des mortels juste la vie que tu as toi c'est complètement dingue, on la fantasme aussi. Ouais, c'est ça. Et encore, il y a tout un tas d'anecdotes, mais quand tu discutes avec des gars des forces spéciales ou des gars qui sont dans des unités comme ça, il y a des choses qu'ils peuvent pas te raconter. Enfin, en tout cas, qu'ils peuvent pas te raconter dans un podcast. Il y a des gars qui m'ont raconté des trucs où tu te dis, putain, c'est incroyable, quoi. C'est des vies de cinglés, quoi. Même quand tu discutes avec eux sans l'enregistrement, ils vont dire bon, je m'arrête là parce que ensuite plus c'est trop. Et ça, je peux pas en parler. Pour le coup, j'ai eu ce genre d'échange aussi et c'est clair que c'est fascinant. Il y a une espèce d'obsession un peu morbide, mais en même temps, comme tu le dis, c'est genre fascinant. C'est du film d'action, sauf que l'acteur, c'est pas un acteur. Il est juste à côté de toi en chair et en os et ce qu'il vit, c'est pas drôle du tout. Et il a vécu ça, il en garde des souvenirs, il en garde peut-être des séquelles aussi. Ah oui, complètement. Je discutais avec un opérationnel qui, une fois, me racontait qu'il était sur un théâtre de guerre qui avait été tracé par la France. Il était dans un village où il faisait des rondes et des patrouilles. Enfin, ils étaient déplacés là-bas. Un jour, il est tombé sur un espèce de charnier où il y avait des corps de gamins, quoi. Quand moi, il me dit ça, forcément, tu fais le transfert et tu te dis, moi, comme je suis câblé, je suis un mec assez anxieux, je pourrais pas parce que le truc, il me resterait dans la tête pendant des années. Et le mec, il te raconte ça non pas sans sourciller parce qu'il n'a pas eu d'émotion, c'est pas du tout ça. C'est que il a conscience que là où il est, c'est la merde et que justement, s'il est là, il sait pourquoi il est là et il reste un peu droit dans ses bottes. J'ai toujours un peu admiré les gens qui font ce que je suis incapable de faire. Et du coup, je serais incapable d'avoir ce niveau de détachement-là. Bon, après, ils sont pas parfaits non plus, hein. Faut pas les idolâtrer, mais ça reste quand même hyper impressionnant, quoi. Pour rebondir sur ça, le fait de pas les idolâtrer. Récemment, je suis tombé sur une vidéo, je crois que c'était un ranger ou un force spécial américain qui disait arrêtez d'idolâtrer les forces spéciales parce que c'est juste des dégénérés complets, c'est des mecs qui ont des maladies mentales. L'état-major les recrute pour ça parce qu'ils savent qu'ils sont câblés différemment et faut pas les idolâtrer. Sa vidéo était hyper intéressante. Je sais pas si les gars, ils ont tous des maladies mentales. Je pense que s'ils les ont pas en entrant, ils les ont peut-être en sortant parce que effectivement, ils sont pour la plupart pas du tout soutenus par leur état-major. Il y en a beaucoup qui quittent les armées pour ces raisons-là parce qu'ils ont l'impression justement de donner de leur vie, mais ils comprennent pas pourquoi. Ou à l'opposé, qui ne pourront jamais le quitter parce qu'ils vivent pour ça maintenant. Ouais, il doit exister effectivement tous les profils, mais Ensuite, moi, là, je parle d'américains, donc déjà, eux, ils sont câblés différemment. c'est clair, c'est pas le même délire, hein. Mais bon, pour revenir à ta question, c'est pas que j'ai frappé fort, c'est que je me suis dit autant s'intéresser à des gens intéressants. Je suis allé demander à des gens qui avaient des choses à raconter s'ils voulaient venir dans mon podcast. Donc ça a donné l'impression que le truc, il était au niveau, entre guillemets, des invités que j'avais. Mais je ne pense clairement pas faire le nombre d'écoutes que Jean peut faire sur ses vidéos, loin de là. Ouais, non, carrément, c'est pas comparable. En même temps, tu regardes une vidéo de Jim sur YouTube, comparé à un podcast, c'est deux salles, deux ambiances, déjà juste en termes d'accessibilité. Pour être aussi détaché de tout ce qui est statistique, est-ce que à un moment, tu as eu un rapport aux statistiques, comme par exemple te dire, tiens, je suis surpris que cet épisode, il ait autant marché, ou à contrario, mince, je m'attendais à avoir un peu plus sur cet épisode-là, je ressens une légère déception par rapport au nombre d'écoutes qu'il a généré. Franchement, très honnêtement, rien à foutre. Je te dis honnêtement et je te le disais. T'es resté dans ce truc de j'ai kiffé mon échange, je le Ouais. partage avec les gens Ouais. et ça trouvera le public que ça trouvera. Ouais, complètement. En fait, vraiment, en toute honnêteté, hein, c'est même pas de la démagogie, hein. C'est sincère ce que je dis, c'est que je publie un épisode et j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 10 mecs qui m'envoient des messages sur Insta en me disant « Ouais, j'ai découvert ton taf, c'est cool, mais c'est bon, je préfère avoir 10 messages de mecs qui me disent « Ouais, c'est cool ce que tu fais » plutôt que avoir 100 000 écoutes de mecs qui trouvent que c'est pourri, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est peut-être un peu idéaliste, mais en même temps, c'est comme ça que tu continueras de faire du bon contenu et du contenu qui te plaît et qui plaira à des gens finalement, hein. Ouais, peut-être. Ensuite, c'est compliqué pour certaines personnes ou dans certains cas de complètement oublier les stats, mais tu peux aussi avoir un rapport ça en les regardant pour voir comment ça évolue sans pour autant faire une fixette dessus et te dire bon, c'est cool, ça a fonctionné. Le suivant, il a moins bien marché. Bon, bah, c'est pas grave, je continue. De toute façon, moi, je kiffe ce que je fais. Et en fait, te déconnecter des stats, ça t'empêche d'avoir un gros écueil qu'ont beaucoup de créateurs de contenu, d'être omnubilé par ça et de se dire putain, ça n'a pas marché, faut que je revoie tout. Alors qu'en vrai, non.
Surtout quand c'est pas ton métier. Hein. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, tout dépend de pourquoi tu produis du contenu. Est-ce que tu produis du contenu avec des velléités que ton projet, en fait, il explose et qu'il monte crescendo, ou en fait, tu produis du contenu pour produire du contenu? Et c'est juste ça qui va générer la différence. Effectivement, et là, ça change complètement la dynamique, et c'est pas une mauvaise chose aussi de se dire, quand tu veux que ce soit ton métier, c'est pas non plus une mauvaise chose que tu regardes ça parce que forcément, c'est ce qui va te faire vivre, mais c'est deux rapports complètement différents, en effet. Ouais, complètement. C'est une très bonne philosophie que tu as là. Merci Cano. C'était la dernière question que j'avais sur la partie podcast. Je propose donc qu'on passe au sujet technique de Kurma avant de débattre tous ensemble du sujet clivant de ce soir. Allez, ça part. Le sujet technique d'aujourd'hui, c'est les bullpups. Je pense que ça a été teasé tout le long de l'épisode avec les petites blagues de la charrue, enfin la poignée, ce genre de choses. Les bullpups, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est en vrai avant qu'on se penche sur ce que c'est dans l'airsoft. Ça va être court, c'est promis. Qu'est-ce que c'est un bullpup? C'est une arme qui a une architecture différente par rapport à quelque chose qui n'a pas le nom de bullpup. C'est quand l'action c'est tout ce qui est mécanique, le mécanisme de détente, etc. C'est quand l'action se passe derrière la poignée. Sur un fusil conventionnel, on prend par exemple la M4, tout le monde connaît la M4. Tout ce qui est détente, etc., ça se passe là où vous avez votre index, donc devant votre poignet. Sur un bullpup, c'est pas le cas. Tout se passe derrière. Il y a pas mal de gens qui se trompent en pensant qu'un bullpup, c'est forcément une arme qui a le chargeur derrière la poignée, mais c'est pas le chargeur qui est important, c'est l'action. Parce que par exemple, le P90, c'est un bullpup et pourtant le chargeur, il est plutôt sur l'avant de l'arme. Pourquoi on a fait ça en fait? Faut savoir que les bullpups, c'est très vieux en fait. J'ai appris ça d'ailleurs en préparant ma petite intervention. Les bullpups, ça existe depuis 1901. C'est une invention anglaise. C'est la carabine Thornycroft. C'est le premier fusil avec une architecture bullpup. Globalement, ça n'a pas fait un carton du tout. Ça a été oublié. Et en 1936, il y a un brevet français qui a été fait. Et à partir de là, ça a commencé à prendre plus ou moins, etc. Jusqu'à l'explosion des années 70. Ça faisait un petit peu futuriste. Tout le monde s'est mis à faire ça. Le bullpup, dans la réalité, l'avantage que ça a, c'est que ça a un canon très long pour une taille réduite, étant donné que le canon commence derrière la poignée et pas devant la poignée. On grappille quelques centimètres. C'est important dans la vraie vie, tout simplement parce que une balle dans la vraie vie, elle a besoin d'une longueur de canon suffisante pour accélérer. C'est pour ça, par exemple, que si on prend un M16, qui a un très long canon, et un Mark 18, qui a un canon très court, ça n'a pas les mêmes performances de tir. Donc là, le but, c'est de gratter un maximum de taille par rapport à la taille réduite de l'arme. Ça, c'est dans la vraie vie. Mais alors en airsoft, comment ça se traduit? Est-ce que c'est vraiment utile? On en a déjà parlé plusieurs fois, la taille de canon en airsoft, du moment que ça dépasse 20 cm, on s'en branle. Ça n'ajoutera pas de précision, de portée. Donc est-ce qu'en airsoft, c'est vraiment pertinent le bullpup? Parce qu'en fait, le problème, c'est que le bullpup, du coup, on fait un petit sacrifice, ça ajoute énormément de soucis. Premier souci, l'opération, c'est pas la même. Le chargeur, il est derrière, les mécanismes à l'intérieur sont plus complexes pour pouvoir se dépatouiller de l'action qui est derrière la poignée. Donc forcément, on a une opération qui est beaucoup moins intuitive, ça s'apprend. Tout est une histoire d'habitude, une fois qu'on a pris l'habitude, etc., ça passe. Mais forcément, on pourra faire moins bien qu'avec quelque chose qui est beaucoup plus simple, comme une M4 par exemple. L'autre problème, c'est l'éjection des cartouches sur l'arme réelle. Globalement, tu changes d'épaule, tu te prends les cartouches dans les dents. Généralement, l'énorme problème des bullpups, c'est la détente. Problème qui, pour le coup, là, est aussi rapporté à l'airsoft. La détente, forcément, vu que la poignée est loin vers l'avant et n'est plus solidaire de l'action de la détente, il faut une tringle pour pouvoir actionner notre détente à distance. Et forcément, quand on met une tringle, les détentes, elles deviennent instantanément dégueulasses. Il y a quasiment aucun bullpup dans la vie réelle ou en airsoft d'ailleurs qui a une détente qui est vraiment potable. C'est un peu le gros souci. Alors en airsoft, ce qui nous intéresse, nous, globalement, c'est de savoir quel est l'avantage du bullpup, pourquoi on irait se tourner vers un bullpup plutôt qu'une autre réplique. Je vais vous faire une réponse courte et une réponse longue. La réponse courte, c'est est-ce qu'il y a vraiment un avantage au bullpup? Non, il n'y en a absolument aucun. Vous allez juste avoir des emmerdes. Parole de quelqu'un qui a eu beaucoup trop de bullpup. Je vais vous faire une réponse longue, c'est la même réponse, non, mais on va quand même s'étaler un petit peu sur le sujet. Il y a un petit avantage qui est négligeable, c'est pas parce que vous avez un bullpup que vous allez avoir automatiquement cet avantage, mais les bullpups, ils ont un avantage en airsoft, c'est que la gearbox, elle est tout à l'arrière de la réplique. Ça veut dire que même si votre réplique, elle fait 6 kg, tout le poids, il est concentré sur votre épaule. Ça en fait, même si c'est une réplique lourde, du coup, une réplique qui est pas du tout fatigante à utiliser, qui est très maniable, parce que vous avez aucun poids sur l'avant et tout sur l'épaule. Moi, je prends l'exemple de mon NOG. J'ai un NOG qui fait quasiment 5 kg, parce qu'il y a beaucoup de bordel dessus. N'importe quelle autre réplique de 5 kg, moi, je la joue pas toute la journée, hein, clairement pas. Mais avec LOG, honnêtement, je suis pas fatigué à la fin de la journée. Ça pèse pas sur les bras. On perd en ergonomie, mais en fait, on gagne en maniabilité grâce à ça. À part ça, il n'y a quasiment que des problèmes avec les bullpups. C'est généralement moins confortable. Le problème en termes de mécanique, c'est que très souvent, vu qu'il faut faire tenir une gearbox dans une crosse, c'est des gearbox propriétaires. Il y a des concessions qui sont faites en termes de mécanique.
tout ce qui est électronique, tous les switches. Alors maintenant, on a des petites options avec des MOSFET, notamment les Perun. J'adore Perun, qui a sorti des MOSFET pour Rogue, pour P90, qui vous permettent d'avoir quelque chose d'un petit peu moins saut 2010 dans un bullpup. Mais globalement, la mécanique, elle en prend un coup, en fait. Le problème des bullpups, c'est que c'est des répliques qui sont très archaïques. Et malheureusement, le cas, il y a très peu de nouvelles répliques bullpup qui sortent. Dernièrement, on peut citer le RDB de chez Ares. Bon, ça parle tout seul de soi-même, hein, donc n'achetez pas ça. Et le MDRX de chez Silverback. Alors le MDRX de chez Silverback, ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau. Disons que l'intention est bonne. Est-ce que ça a été réussi derrière? Pas trop. Mais ils sont directement partis avec une architecture avec un micro-switch déporté vers l'avant pour essayer d'avoir une détente un petit peu plus sympa. Elle est pas trop mal, mais elle est pas vraiment folle. Ils ont designé entièrement une gearbox pour que ça soit pratique, hein. Il y a un QD à l'arrière, etc. Ils ont extrêmement bien réussi leur système de tringle. Chapeau Silverback. L'éjection des chargeurs se fait via un bouton qui est à l'avant, côté poignet, comme sur la vraie arme. C'est irréprochable. Le système de tringle du MDRX, c'est celui qui est le plus réussi sur tous les bullpups que j'ai connus jusqu'à présent. Je peux me permettre une intervention? Vas-y. Sur l'avant, c'est très bien. Sur l'arrière, Ouais, il est plus rude sur l'arrière. mais ça, depuis le début, et tout le monde l'a dit, ça. L'avant est beaucoup plus facile à utiliser. C'est quand même paradoxal que le système de tringle soit plus facile à utiliser que le système direct. Mais globalement, maintenant, on a le truc à l'avant, je vois pas pourquoi on irait se casser le cul à utiliser celui qui est à l'arrière. C'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec ce système de tringle. La réplique est mine de rien très jolie et pas si lourde que ça. Mais en attendant, on a quand même tous les mêmes problèmes du bullpup. L'architecture est relativement complexe. Et malheureusement, le bullpup en airsoft, c'est un peu comme dans la vraie vie, c'est casse-gueule, sauf qu'on ne gagne pas l'avantage que dans la vraie vie on gagne. C'est-à-dire un canon beaucoup plus long, parce que, comme on l'a dit, un canon court peut avoir les mêmes perfs en termes de performance, en termes de précision, qu'un canon long. Du coup, est-ce que c'est une mauvaise idée d'acheter un bullpup? Oui, c'est clairement une mauvaise idée. Cependant, je vais vous dire d'en acheter. Pourquoi je vais vous dire d'en acheter? Pas pour me donner du travail à vous upgrade des répliques merdiques. Je vais vous dire d'en acheter, tout simplement parce que les bullpups, c'est quelque chose qui est en train de devenir démodé. Même les armées conventionnelles ne se tournent plus trop vers les bullpups. On peut voir les Anglais qui sont en train de se détourner du L85. À part les Autrichiens et les Australiens qui collent très très fort au HOG, ça se détache de plus en plus. Nous, on a abandonné le FAMAS pour le HK416. C'est quelque chose qui est en train de ne plus être à la mode. Et malheureusement, dans l'airsoft, ça suit généralement l'armement. Il y a de moins en moins de gens qui se tournent vers les bullpups. Il y a quelques petits irréductibles qui se disent « Ah oui, mais les HOG, c'est sympa », ou les P90, etc. Je me rappelle quand j'ai commencé l'airsoft, c'était grave la mode des P90. Tout le monde avait les P90. Mais ça, non, les P90, on n'en voit plus beaucoup. La fameuse tenue Stargate à l'époque, avec une chest dégueulasse, mais tout le monde est passé par là. Et même les HOG, je me rappelle quand j'ai commencé à jouer, on voyait beaucoup de HOG, hein. Il y avait pas mal de gens qui avaient des HOG. C'était une des armes que tu avais sur Counter-Strike 1.6. Ouais. Et d'ailleurs, elle s'appelait le bullpup sur Counter-Strike. Je me rappelle bien aussi. C'était une arme qui était très très forte dans le jeu, mais le problème, c'est que c'était quelque chose qui était à la mode, on en voyait quand même mine de rien assez sur les terrains. Maintenant, on n'en voit plus. Moi, de temps en temps, quand on va jouer, il y a mon binôme qui a un MDRX. À part ça, des bullpups, on n'en voit quasi plus. Sur combien de parties tu m'as vu avec un bullpup? Une, même pas. Toutes. Toutes. Bon, SRS déjà. Oui, c'est vrai, il y a le SRS. Il y a quelques petits fans de bullpup, au moins un par assaut. Mais l'avantage du bullpup, je le vois pour le jouer, c'est qu'il est compact. C'est quelque chose qui me va parce que quand je vais jouer sur des OP, que je joue un rôle d'ingénieur dans du rôle tac, moi je préfère avoir ça parce que quand il faut manipuler des objectifs, c'est beaucoup plus simple. Ouais, mais tu vois, c'est pas le problème. C'est que tu peux faire ça avec un SMG aussi qui n'est pas bullpup. C'est maniable, c'est petit. Alors, t'as un canon plus court. Mais comme j'ai dit, on s'en branle de la taille du canon. C'est pas la taille qui compte. Après, je suis pas très fan des SMG. Ah ben, on parlera des SMG un jour. On parlera, est-ce que le SMG est vraiment la réplique ultime en airsoft? Ça sera un autre sujet, un autre podcast. Mais le bullpup, il présente absolument aucun avantage. Il y a quelques fans qui restent. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se détournent du bullpup. Et du coup, il y a de plus en plus de fabricants qui commencent à se dire, mais en fait, le bullpup, on s'en bat les couilles, on va arrêter d'en faire. Mais moi, je vous dis, achetez des bullpups. Passionnez-vous un petit peu du bullpup. Alors oui, c'est plus exigeant. Ouais, c'est un peu de la merde, on va pas se mentir. En interne, il y a trop de concessions qui sont faites pour que ça fonctionne. Tu le vends bien en tout cas. Hein. Ouais, je le vends bien, mais si vous achetez des bullpups, les fabricants ils vont se dire, ok, il y a quand même un marché, on va peut-être faire des trucs. Et mon grand rêve, qu'un jour un fabricant, même Ares, je vous jure, même Ares le fait, je l'achète. Si un jour un fabricant me sort un X95, le Micro Tavor c'est mon rêve depuis toujours en airsoft, je veux Micro Tavor. Pitié, sortez-en un. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que tout le monde se mette à acheter des bullpups. Donnez-moi un VHS2, je vous en supplie. Il y a des gens qui veulent des VHS2, il y a des gens qui veulent des Tavor. Je sais que je vous ai très très mal vendu la chose, et j'ai été honnête avec vous, des bullpups c'est une sacrée galère. Généralement, je passe pas 3 semaines à monter une gearbox. Je peux vous dire que le HOG, il m'a fait transpirer des grosses gouttes, mais maintenant j'en suis content. Alors oui, c'est exigeant,
Mais c'est rigolo à jouer, c'est gratifiant de se dire, j'arrive sur le terrain, ils ont tous des M4 qui tournent au poil de cul, moi aussi, mais moi c'est un hog. Là, vous pouvez vous vanter en zone neutre, dire moi j'ai réussi à faire un hog qui tourne aussi bien que vos M4. Mais laissez leur chance au bullpup, n'hésitez pas à en acheter. Mais pour ça, je vous conseillerais d'attendre le prochain podcast, parce que dans le prochain podcast, on parlera des merguez. Pas celles qu'on met dans le barbecue, mais celles qu'on achète pour mettre dans nos housses et se rendre compte qu'elles ne marchent pas une fois arrivées sur le terrain. Ça va souvent de pair avec les bullpup. Aucun bullpup n'est une merguez. Je veux pas entendre ça. C'est une hérésie. Voilà, donc lui, il a un F2000. Tu seras mon interlocuteur privilégié pendant le prochain podcast. Marik aussi, hein. Les merguez, donc. Yes, yes. T'inquiète, il y a ma Winchester que tu vas recevoir dans pas longtemps. Tu pourras parler d'une nouvelle merguez. Allez, et je te la passerai en bullpup. Merguez plus merguez, ça s'annule. Voilà, exactement. Pour récapituler vite fait sur les bullpup, c'est pas terrible, hein. Je vais pas vous mentir, c'est des répliques qui sont très très exigeantes. Mais arriver à faire quelque chose d'une réplique exigeante, c'est très gratifiant. Il faut juste se renseigner sur quels modèles sont repêchables, sauvables, et quels modèles ne le sont pas. Ça sera le mot de la fin, mais je vous conseille quand même d'attendre le prochain podcast. Comment tu vends ça bien? Je vais avoir la pression après pour monter tout ça rapidement. Et merci Kurma pour cette rubrique ma foi courte et je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique du podcast, une toute nouvelle rubrique intitulée À balles réelles qui va être présentée par Gont. Elle est où ta hitbox là dans mon cul? Mais vous fumez, monsieur. Tu te crois drôle, c'est ça? Tu te crois drôle? Et on se retrouve du coup pour À balles réelles qui va remplacer l'ancienne section débat. Pour changer par rapport aux autres éditions, cette fois-ci, le sujet du débat n'a pas été proposé par l'invité, mais a été voté par les membres du CART à l'unanimité de 4, comme toujours. Et on va discuter jusqu'où peut-on aller en termes de fidélité dans les tenues de reconstitution. Alors messieurs, pour vous, jusqu'où on peut aller sans rentrer, bien sûr, dans ce qu'on sait déjà, nos amis du Troisième Reich. Parce que ça, c'est clair, c'est illégal. Ouais, c'est ça. Oui et non. Tu peux, il faut des autorisations. Tu peux avoir l'uniforme de la Wehrmacht. Oui, mais je pensais pas à ces gens-là. Pas les insignes. La loi dit que tu n'as pas le droit de porter les insignes ou un drapeau d'une organisation ayant été reconnue coupable de crimes contre l'humanité ou de terrorisme. En l'occurrence, les nazis, on est dedans, quoi. On est dedans. Ensuite, il y a aussi une différence là-dedans, genre, tu fais du Seconde Guerre, t'es pas obligé directement d'aller taper dans le costume de WS et tu peux juste faire un soldat basique de la Wehrmacht. La Wehrmacht, et ça peut rendre très très bien. T'es pas obligé directement partir dans le point Godwin parce que oui, je veux faire quelque chose de la Seconde Guerre. Mais il n'y a pas que ça. On pense tout de suite à ça quand on parle de tenue entre guillemets problématique. Mais quand on voit la définition, il y en a vraiment beaucoup. Des factions, des pays qui ont été condamnés pour crimes contre l'humanité, il y en a quelques-uns, pour terrorisme aussi. Bah, j'ai un peu ma préférée dans le genre parce que c'est une tenue que tout le monde veut faire à un moment. Et pourtant, clairement, même s'ils s'en vendent comme ça dans les bouquins, c'est clairement pas le bon côté de l'histoire. C'est la tenue des Marines au Vietnam. Clairement, l'opération, c'était pas un truc très très bien. Il s'est passé des bons bails shady pendant cette période et c'est pas les good guys, hein. Vraiment pas. Et pourtant, on voit quelques-uns maintenant des gens en Tiger Stripes en mode McVie. Il y en a plein. Et pourtant, ça, personne ne lève un sourcil. J'ai aussi un problème avec les joueurs qu'on voit en tenue russe avec des patchs de la section Wagner, des trucs comme ça. Et ça, depuis le début du conflit en Ukraine, j'ai toujours trouvé ça hyper limite parce qu'en plus, c'est hyper contemporain, quoi. Merci, je t'aime, hein. Enfin quelqu'un qui dit ça. Même avant le conflit, Wagner qui est connu pour faire des saloperies, tout moment représentait Wagner précisément, ou toute armée privée qui est connue pour avoir fait des crimes de guerre, mais vu que c'est des privés, c'est pas considéré comme des crimes de guerre, c'est bizarre. Ça, c'est... Je vais donner mon avis là-dessus parce que Kano a mis le doigt sur quelque chose qui personnellement me tient à cœur. C'est très personnel, c'est vraiment très personnel, mais par exemple, quand je vois des mecs en russo, ils ont du Atax, ils ont une AK, ça me dérange pas. C'est pas mon délire, mais ça me dérange pas. Le mec colle un patch Z sur son épaule, c'est fini. Ouais, pareil. Je peux pas. Alors oui, on va me dire ouais, mais pour l'instant, alors ma chaîne, non, mais c'est juste pour la Constitution. Il faut bien que quelqu'un joue le méchant. Faut séparer le truc, c'est une imagerie plus que... Ouais, non, mais s'il te plaît. Voilà. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit, c'est extrêmement contemporain. C'est quelque chose qui est en train de se passer actuellement. Il y a des faits, malheureusement, il y a des vidéos. On voit, on sait ce qu'ils font. Au-delà du fait que ce soit contemporain, c'est quand même une prise de position politique. Je suis pas certain que les terrains d'airsoft soient faits pour ça. C'est un peu comme si t'avais un joueur qui arrivait avec un patch du Rassemblement National maintenant. Mais justement, c'est ça qui est très drôle avec ces joueurs-là, c'est qu'ils vont utiliser le même argument en disant « Ouais, non, mais le terrain d'airsoft, c'est pas un lieu pour la politique. Moi, je fais ça pour l'imagerie et compagnie. C'est pas un message politique. Je suis en train de revendiquer rien de tout. Je fais juste une tenue. » Ouais, mais en fait, non, ça marche pas comme ça.
Et tu vois, par exemple, pour en avoir fait pendant un moment, les gens qui font du français, on se refuse plus ou moins tous en fait de mettre des vrais patchs des unités existantes parce que on veut pas déjà faire d'appropriation et de voler un peu les compétences des vrais militaires, mais aussi parce que ça a rien à faire sur un terrain d'airsoft. Il suffit que tu aies une photo mal placée qui soit prise et qui soit diffusée sur les réseaux sociaux, Ouais. tu fais aussi du mal, entre parenthèses, à cette unité-là. Ouais, absolument. Il y avait eu un débat au sujet des airsofters qui foutaient leur gueule sur leurs photos, comme quoi c'était ridicule parce que c'était pour copier en fait ce que faisaient les vrais opérateurs, etc. Mais moi, par exemple, je floute ma gueule ou je mets des trucs sur mon visage parce que, comme tu le dis, tu sais jamais de ce qui peut être fait de ton cliché. C'est vrai. Si demain il y a un journaliste du Monde qui trouve ta photo stylée et qui veut l'illustrer pour dire qu'il y a eu un génocide dans un endroit, machin, tu te retrouves placardé là-dessus avec ta tronche en mode ah, c'est moi, c'est chaud quoi. Particulièrement à l'heure actuelle avec la diffusion de fake news et compagnie, Ouais, où tu ouais, vois c'est que ça. des vieilles photos qui sont utilisées pour balancer des infos complètement aléatoires. C'était un truc au début de la guerre en Ukraine où il y avait eu pas mal de journaux discutables hein, qui avaient dit que certains Français se battaient côté russe et en fait ils mettaient des photos d'airsofters. Faut pas oublier qu'ils sont là pour faire de la thune. Puis il y a de moins en moins de scrupules en fait, où avant les journalistes avaient vraiment une éthique. Marrant parce que j'avais une conversation comme ça avec des collègues de boulot. On débattait sur le sujet en disant est-ce que vraiment quand tu fais du journalisme tu dois avoir une éthique ou pas. Je pense que déjà humainement tu dois avoir une éthique et faire du sensationnalisme en mentant dans tes informations comme là tu dis en utilisant les photos d'airsofters pour raconter n'importe quoi, ils en sont carrément capables. Maintenant, oui, tout ce qui marche, c'est comme pour l'airsoft sur les vidéos, c'est le sensationnel. C'est des trucs qui vont te faire ressentir des choses, c'est plus du vrai journalisme. Je vous coupe là-dessus. Je vais faire de la pub pour quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec l'airsoft. Peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Mais il y a un YouTuber qui s'appelle Astronogeek qui normalement fait des vidéos sur tout ce qui est espace. Il a fait récemment une vidéo sur pourquoi l'humain aime le drama. Je vois de quelle vidéo tu parlais. La vidéo s'appelle Il faut qu'on parle de Bruce. Bruce, c'est le gars qui présente Y penser. Y Y penser, penser. ouais. C'est volontairement un titre putaclic, mais je vous conseille très fortement d'aller voir sa vidéo. Elle est extrêmement bien faite et très intéressante. Et tout au long de la vidéo, il parle de quelqu'un. Je vous en dis pas plus, vous irez la voir. Putain, à la fin de la vidéo, j'étais choqué, quoi. C'est impressionnant à quel point l'humain est malsain avec le drama et à quel point la presse sensationnaliste se sert de ça. Ça a été exacerbé par les médias modernes. Ah, mais c'est pas si moderne que ça, en fait. Non, mais ça a toujours été. Non, pas toujours. On va sauter un petit peu sur le sujet, les gars, quand même, parce qu'on est parti un petit peu à côté, mais on peut rester dans le drama, parce que pour coup, ça rentre là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, pour ceux qui peuvent faire des tenues un peu borderline, ou mettre des patchs de Wagner, du WS, ou du Rhodésien, par exemple, exprès pour, justement, le drama, pour faire parler d'eux? Est-ce qu'il n'y aurait pas ça aussi un petit peu derrière? Dire, ah bah tiens, je vais me faire une tenue des mecs de Kadyrov, parce que je sais que ça va bitcher sur les terrains, parce que je sais que ça va finir sur l'ownership, parce que ça va finir sur Patacoufin, pour faire parler. Moi, je pense que oui. Tu parles du rhodésien, mais je sais que pendant une certaine période, le rhodésien a été pas mal à la mode, que ce soit pour des créateurs de contenu autour de l'armement, comme des airsofters qui se faisaient des tenues rhodésie en mode regardez, c'est trop cool. Non, pas sûr. J'entends que tu peux refaire une tenue parce que t'aimes l'esthétique, mais est-ce que t'es obligé de pousser à l'extrême et reproduire même les pires trucs qu'ils aient fait? Pas sûr. Hein. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Comme dans tous les sujets, c'est une histoire de nuances. Comme je l'ai dit, moi, j'ai aucun problème avec les mecs qui sont en russo avec une AK et qui font un kit irréprochable et tout, du moment qu'ils partent pas dans la représentation politique. Par exemple, il y a une époque, maintenant je ne la sortirai plus, j'avais une tenue de l'IDF, l'armée israélienne. Jamais, à aucun moment, je suis allé chercher les patchs problématiques des pires unités qui allaient défoncer du Gazaoui au petit-déj, quoi. Ça n'a aucun sens. Moi, je l'aimais bien, cette tenue, parce qu'elle avait une esthétique particulière, notamment le chapeau de chef qui te fait ressembler à un champignon. Et d'ailleurs, cette tenue aura final servi à Faire une vidéo achat avec quelqu'un qui parle, du conflit israélo-palestinien, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, mais elle a été utile. pour le coup, c'est pas une tenue que j'avais fait pour être problématique ou quoi. Maintenant, à l'heure actuelle, ça a toujours été le cas, mais on a vraiment vu l'explosion du truc dernièrement. C'est une tenue, je pense que ça n'a aucun sens de la sortir. Personnellement, je me vois pas la sortir. Au même titre que certaines tenues, les tenues Wagner, par exemple, on connaît, on sait ce qu'ils ont fait, on sait comment ils opèrent. Des tenues inspiration bloc de l'Est, il y en a 40 milliards de tonnes à faire. Quand on a une AK et qu'on a envie de faire une tenue qui va avec, on n'est peut-être pas obligé de partir sur le truc le plus problématique du lot. Il y a tellement d'options, tu as tellement de choix possibles que effectivement choisir une tenue qui soit soumise à controverse, c'est un peu idiot. Je comprends pas trop l'état d'esprit des gens qui partent dans ces trucs-là. Et vous parliez tout à l'heure de SS et de choses comme ça. Dans toutes les parties d'Airsoft que j'ai fait, je n'ai absolument jamais vu un seul joueur qui portait un truc un peu limite. Parce que sinon, j'aurais pas pu, moi, m'empêcher de demander au gars de le retirer ou de se barrer. Et je n'ai jamais vu ça. On a de la chance, je crois que n'importe
n'importe qui ici, pour du WS, on n'a jamais croisé ce genre d'individu sur les terrains. J'ai pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un qui portait un patch Wagner. Donc, ça a l'air d'être quand même une minorité. Le problème, c'est que même si c'est une minorité, elle va être réutilisée, elle mise à l'image de la discipline. C'est peut-être ça le plus problématique en fait. C'est justement le point de vue extérieur qui regarde ça et qui dit mais jusqu'où va la personne? Jusqu'où vont ces personnes? Parce que la généralisation, c'est classique. Hein. Ah oui, non mais carrément, on est rempli de biais. Quand le thème du débat a été choisi, on en discutait au café avec Gont, et l'une des premières choses que je lui dis, c'est il y a une partie de la CSD qui joue en tchétchène, le biais cognitif que j'ai directement, c'est d'associer ça au boucher tchétchène. C'est clairement les gars de Kadyrov qui font troupe de barrage en Ukraine. Moi, tu me dis Tchétchène, je pense à ça. Direct. Justement, la question moi, que je me pose, c'est quelle est la limite de modération que les orgas doivent avoir? Est-ce que, par exemple, quand tu vois un joueur qui arrive sur ton terrain avec un uniforme comme ça, qui peut être soumis à controverse, est-ce que c'est pas aussi ton rôle de dire, écoute, ton patch Wagner, tu l'enlèves et tu le remets dans ton truc parce que ça a pas sa place ici. C'est un peu comme si un mec allait faire du foot le dimanche avec un maillot de foot qui représenterait une équipe de foot nazie. Ça n'a rien à foutre là, quoi. Ou juste, tout simplement, un pendentif bizarre. C'est un détail, mais en même temps, c'est un détail avec une signification hyper importante et très grave. Donc, effectivement, c'est plus ou moins le rôle de l'admin, mais l'admin, comme les joueurs, comme tout le monde, il a ses curseurs et il y a des admins qui vont en avoir rien à foutre et d'autres qui seront très très catégoriques. Et le problème, c'est que demander à la FFA de réguler ça, C'est compliqué. même ça va jasser parce que t'auras beau mettre une réglementation, t'as les gens qui sont en mode oui, on va appliquer la réglementation et on va l'appliquer, la réglementation, oui. Ouais, et puis tu peux toujours aussi avoir la personne qui, si elle a envie de porter ce signe-là, elle peut très bien la cacher dans une poche et puis la mettre durant la partie. On est encore sur un sport où on se base sur Ou juste pour des photos, hein, parce que c'est con, mais à chaque fois le problème, ça va être les photos qui vont être diffusées. C'est se dire, attends, là on va faire des photos, vas-y, je le remets juste pour cette partie quand même, c'est mon kit, je veux qu'il ait de la gueule. Au-delà de ça, on parle beaucoup des tenues de force institutionnelles, on va dire, d'armée régulière. Et quand tu commences à partir un petit peu sur le paramilitaire, est-ce que c'est peut-être pas même encore pire? Déjà, je me dis, tiens, demain je vais me faire une tenue contraste. Pas ouf non plus, quoi. Et pourtant, j'aurais pas forcément de patch ou de machin comme ça. Ou tiens, je me dis, je vais me faire une tenue taliban. C'est pareil, c'est pas ouf. Et pourtant, ce sera encore moins flagrant que si je me dis, je vais faire une tenue russo et puis je vais mettre un bon gros Z et un patch de Wagner. Puis c'est con, mais il y a les agissements en fait, parce que là on parle que de signes distinctifs, mais souvent, même pour de la reco, il y en a qui vont trop loin et qui griment certains gestes qui n'ont pas leur place. Parce qu'un signe distinctif, c'est malheureusement pas que des objets, ça peut être aussi des actions. Je pense que le problème aussi, il est à la base, c'est tu te vois toi, tu sais comment tu es, mais les gens te voient aussi. Il faut aussi penser à la réaction des gens que tu as en face. Tu ne peux pas adapter la chose simplement par rapport à ton avis. C'est pour ça que je comprends pas trop les gens qui se tournent volontairement vers des trucs problématiques alors qu'il y a des alternatives. Mais certaines marques, moi, il y a certains trucs, je ne comprends pas. Le meilleur exemple, parce qu'on parle des Russos depuis tout à l'heure, etc., mais il y a un truc qui a été démantelé parce que c'était vraiment des fous furieux et ils ont fait plein de conneries, mais c'est Blackwater. Évidemment. Blackwater, tout le monde connaît Blackwater, si vous connaissez pas Google, hein. Par exemple, il y a des silencieux, vous pouvez acheter des silencieux sur des shops français avec des marquages Blackwater. Ou même des M4 avec des marquages au niveau du lower qui sont Blackwater. Et c'est vrai que Blackwater, que ce soit dans le jeu vidéo, mais t'as énormément de produits et des patchs en veux-tu en voilà. Ouais, Blackwater, je suis désolé, mais niveau crime de guerre, ils sont pas mal non plus. Bah c'est Wagner-like, hein. C'est les mêmes, hein. Les mecs ont été démantelés quand même. démantelé mais reformé sous le nom d'une nouvelle société qui s'appelle Academy. Ce qui est assez drôle, c'est que tous les équipements Blackwater sont quand même encore en vente en ce moment. Ouais, bien sûr. Mais les silencieux et compagnie, oui, hein, ils le seront toujours. Mais tu vois pourquoi ça pose un problème? Parce qu'ils sont réglés côté des gentils, côté ricain. Du coup, bah ça va. Oui, c'est pour ça qu'au début, je parlais du Vietnam. Hein. Bah, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pour les tenues comme ça soumises à controverse, de toute façon, c'est un peu compliqué de justifier ça, puisqu'il faut pas oublier qu'il y a quand même une minorité de gens qui sont définitivement idiots. Non, mais vraiment. C'est malheureusement vrai. Il y a des gens, tu parles avec eux, c'est des gros débiles. On parle des crimes de guerre nazie, etc. Là, je suis passionné par la Seconde Guerre mondiale. Le mec, je suis sûr qu'il est pas au courant de ce qui s'est passé. Il est pas au courant de ce qu'ont fait les mecs. Il y a des mecs, c'est des vrais bonnets, quoi. Tu rentres dans un truc où il faut se renseigner, et plus on va dans les nouvelles générations, plus l'accès à l'information, s'il n'est pas instantané en moins de 30 secondes, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Les mecs qui ont pas envie de s'y intéresser, que ce soit nouvelle ou vieille génération, ils feront pas l'effort. T'auras beau dire oui, mais t'es censé l'avoir appris en cours quand t'étais en primaire, collège, lycée. Oui, je suis censé, mais je m'en souviens plus et ça m'intéressait pas. Non, c'est pas ça le problème. C'est le phénomène de si ça va pas dans ton sens, tu préfères ne pas le savoir. Il y a ça aussi. Ça, c'est sûr. Je prends un exemple de merde, mais les mecs qui sont passionnés par l'allemand en Seconde Guerre mondiale, t'en as certains qui vont aller à fond dans le délire parce que c'est vraiment leur kiff, c'est quelque chose qui les obsède et ils vont se dire ouais, je sais qu'ils ont fait des trucs pas cool, mais je préfère ne pas regarder. Et du coup,
Quand tu leur dis, ouais, mais tu sais que l'unité que t'es en train de représenter, c'est des violeurs d'enfants, je dis ça comme ça, hein, il va te dire du genre, ouais, mais non, mais moi je suis pas allé voir ça, bon, branle, c'est juste de la reconstitution. T'as tout un tas d'excuses prédéfinies sur des sujets, et c'est juste le mec, il a pris l'unité qui était la plus violente parce qu'il trouve ça stylé, et il n'est pas allé se poser la question de est-ce que cette unité, elle représente quelque chose ou pas, quoi. Le mec dont je parlais, que j'ai vu en tenue russe avec un patch Wagner, c'est le profil de mec, tu sens que c'est un gros bourrin, il trouve ça juste rigolo, quoi. Parce qu'en Ouais, fait, ouais. il a vu des images, machin, il s'est dit, ouais, il est allé sur AliExpress, il a vu un patch, il s'est dit, ah, trop bien. Mais le mec, il réfléchit pas, quoi. C'est ce que je disais au début, il a vu une vidéo sensationnelle, il voyait le mec faire des trucs de badass, sauf que le mec en question, il faisait des crimes de guerre, sauf que visuellement, la vidéo, elle était impactante, il était en mode, waouh, trop bien, mais moi, je veux faire comme lui. Et du coup, Bah non. oui, mais la personne en question qui va faire ce genre de choses, il s'est juste dit c'est un badass, il fait kicking door et il est en train de foncer dans le tas, c'est un badass. Il est pas allé chercher tout ce qu'il y avait derrière. Il a juste vu un mec badass en tenue russe avec un patch douteux, sauf que lui, il sait même pas que le patch est douteux, il est juste en mode c'est un mec stylé. C'est ça. Parce que il est juste en mode c'est un soldat russe, il y a encore plein de gens qui font du russo. Ouais, le patch en plus, il a une petite gueule, j'aime bien. Alors que non, renseigne-toi, le patch, il a pas une gueule, il est horrible. Malheureusement, ce débat, il a déjà eu lieu sur le kart, et c'est l'appréciation de certains, et il y en a plein qui vont être en mode l'airsoft, c'est pas politisé, moi je me pose pas ce genre de questions, je fais juste me quitter ce qui me fait envie. Et je pense qu'il devrait y avoir quand même des limites. Parce que vous disiez tout à l'heure, les admins, ils ont leur curseur, etc. Oui et non, parce qu'il y a des curseurs qui sont quand même relativement communs à chacun. Et il y a des limites à pas franchir. Effectivement, tu parlais tout à l'heure de la tenue israélienne, etc. Sur le papier, on est en droit de se poser la question, quelle est la différence entre une tenue américaine, qu'on voit partout, et une tenue israélienne? C'est juste une question de point de vue, une question de parti pris, mais au final, ça reste deux armées de pays. Mieux vaut éviter, en fait, à la limite, des drapeaux de pays ou des tenues avec des camouflages qui sont vraiment très connotés. Rester dans la simulation militaire généraliste, Oui, pas essayer de trop prendre parti, même si c'est vrai que c'est compliqué. Et ça fait aussi partie des raisons aussi pour lesquelles j'ai un peu vendu les trucs et que j'ai enlevé un certain nombre d'éléments sur mon gear. Parce que je me suis vraiment posé la question de me dire, est-ce que ça a sa place, en fait, d'aller le dimanche en étant en recherche de ressembler au maximum à des gens existants? Je sais pas si je suis clair, mais je me suis posé la question. pour le coup, ça se rapproche vachement de ce que j'essaie de dire lors du dernier épisode de la saison 1, où l'airsoft, ça a une esthétique de guerre, mais ça se veut plus proche d'un jeu vidéo ou d'un film, où ça reprend une imagerie sans pour autant vouloir reprendre toute la politique et toute la symbolique qu'il y a avec. C'est juste des idiots qui vont faire pampan avec des tenues de mili, c'est pas pour autant qu'ils véhiculent les idées ou les combats. Ça n'a rien à voir. Il y a un truc assez drôle, c'est que plus tu es jeune dans l'airsoft, plus tu vas vouloir avoir une tenue réaliste, immersive, qui imite, mine de rien, une équipe. Et certains joueurs, plus ils évoluent, plus ils sont âgés dans la pratique, plus ils vont partir sur quelque chose du type contractor. Regarde, nous, cette année, avec Gaunt, on s'est dit, on est en chemise, on prend pas de camouflage, quoi. Et pas de pantalon non plus. Du RG, c'est neutre. On est parti faire une OP, notre squad leader était en kilt. Nice. Pas mal. Kilt tactique. Après, tu vois, ça a tes influences, c'est que maintenant, pourquoi est-ce que tu vas faire de l'airsoft? Parce que t'as fait du Call of, t'as fait du BF, t'as fait du Arma, tu dis, je peux faire la même chose dans la vraie vie sans me prendre de bastos, j'y vais go, et bah du coup, je fais quoi? Bah, j'ai joué à BF, bah tiens, je vais faire la sempiternelle, multicam américaine du FS qui est parti en Irak parce que t'as joué à BF3, bah, Et là, t'as 4 idiots qui sont dit Blood Diamond, sympa quand même. Allez, ça change, ça peut être connoté quand tu sais le contexte du film. c'est connoté. Mais tant que tu vas chercher une inspi et que tu vas pas full dans les détails de l'histoire pour aller chercher le moindre élément et la jouer colonialiste au possible. En fait, il y a un argument qui est souvent sorti, je le déteste, mais il est à un fond de vrai. C'est que dans l'airsoft, à ce compte-là, si tu veux jamais avoir le mauvais rôle, tu ne peux rien faire. Oui, tu fais du civil. Parce que l'armée française a fait des crimes de guerre, l'armée anglaise a fait des crimes de guerre, l'armée américaine, je ne raconte pas. Tout le monde, en fait. Bah la guerre en fait tout simplement. Je vais dire le truc le plus con du monde, mais la guerre c'est mal voyé. La guerre, c'est la guerre. C'est pour ça que j'aime particulièrement les tenues sans appartenance. Et là, je vais faire 2 points. Désolé, je vais parler. En parlant de la tenue un peu mercenaire à Blood Diamond, l'avantage de cette tenue, c'est que elle donne une appartenance géographique. Ça va être l'Afrique. Par contre, est-ce qu'on joue les tortionnaires voleurs de diamants dans les mines ou est-ce qu'on joue les militaires qui sont stationnés pour chasser les braconniers qui tuent les rhinocéros? Parce que c'est vraiment un truc, hein. Allez voir sur Internet. C'est vrai. Ça reste des gens qui tuent des gens, hein, donc forcément il y a toujours cette histoire. Mais bon bah la guerre. Que des militaires qui traînent autour des rhinocéros tout le temps. Enfin, c'est des milices Dans les réserves en fait. dans les réserves et ils shootent les braconniers à vue. Le truc, c'est que l'interprétation peut être libre. Là où d'autres tenues qui sont hyper précises, je veux dire, t'as un patch Wagner, tu peux pas dire, ouais, non, mais moi, en fait, je suis un Navy Seal. Plus tu fais une tenue précise, plus tu peux localiser les sources et tu vas faire une tenue précise. Je viens de faire un pléonasme. C'est là qu'il faut faire un joli travail de recherche. Tu peux trouver des unités qui ont un bon fond, en fait. Enfin, qui ont un bon fond. Ça reste la guerre, mais qui ont un fond intéressant sans être hyper problématique. Je prends l'exemple contemporain, la guerre qu'il y a en Europe, c'est Russie-Ukraine. Il y a une unité que je trouve méga stylée.
et je n'ai jamais vu personne s'y intéresser, alors que je croise quelques Russos. Il y a une unité de Russes qui ont choisi de combattre pour l'Ukraine. Ils ont adopté un drapeau, c'est exactement le même drapeau que la Russie, sauf qu'ils ont enlevé la bande rouge qui symbolise le sang dans le drapeau russe et qui l'ont remplacé par une bande blanche. Les mecs, ils sont là pour en finir avec cette espèce d'obsession martiale de la Russie pour défoncer tous ses voisins. Ils se sont dit, ok, nous, on n'est pas d'accord avec ce que fait le gouvernement russe, on va aider ceux qui se font attaquer par notre pays. Et les mecs, je trouve que c'est quelque chose de stylé. Alors pour l'instant, ça reste la guerre, hein, et probablement qu'ils ont fait des trucs horribles, mais pour l'instant, moralement, ils sont dans le camp des gentils, ces gens-là. Je veux dire, t'as envie de faire un russe, d'avoir une tenue russe, d'avoir une AK. Pourquoi tu prends pas ça, en fait? Pourquoi de suite, ça va chercher des régiments Wagner ou les VDV qui ont massacré des villes entières, hein, ou Kadyrov qui est un fou furieux? Tu pars dans l'extrême, mais il y a des associations qu'on connaît qui jouent russe, mais qui n'ont pas de signe d'appartenance dessus. Tu peux faire en mode pas de signe d'appartenance, mais C'est juste qu'ils aiment ce camo. ouais, mais si vraiment tu veux forcer et faire une tenue mais 100% cohérente avec une histoire derrière pour avoir un roleplay, parce qu'il y a aussi le roleplay qui rentre en compte, tu peux tout à fait te tourner vers des unités qui ont une histoire, je vais pas dire sympathique parce que c'est la guerre encore une fois, tu peux te tourner vers des unités qui ont une histoire intéressante et qui sont dans un camp qui est pas problématique, on va dire. Quand je dis un camp, je parle pas forcément de Ukraine-Russie. C'est pas les VDV qui font des charniers à ciel ouvert, c'est pas Wagner qui massacre des populations, c'est pas le SOG qui balance du napalm. Et qui craignent des villages. Voilà, c'est pas ce genre de truc. En vrai, il faut faire des recherches. Il y a la possibilité, même en jouant le méchant, entre guillemets, d'avoir des trucs qui ne sont pas problématiques. Le problème, effectivement, pour essayer de terminer avec le débat, c'est qu'on va taxer de dire ouais, mais du coup, tout le monde va faire la même chose, tout le monde va se. Non, pas forcément. C'était juste pas obligé d'aller full méchant quand tu veux jouer le méchant. Et puis surtout que là, on parle de tenues qui existent, de trucs qui existent, mais tu peux très bien faire des tenues très sympas, mais qui n'ont jamais existé. Enfin, tu peux trouver des aspects dans beaucoup d'œuvres de fiction qui sont pas liés à des faits réels, et tu peux trouver des trucs très sympas et qui ont vraiment de la gueule. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais je vois un gars qui débarque en Cadien ou en Krieg, banger la tenue. Et tu verras jamais ça. Quelqu'un qui se dit, tiens, moi je vais faire une aspi Halo, une aspi Starship Trooper, une aspi un truc comme ça, où tu peux faire des trucs qui peuvent être assez simples et faisables. Et là, t'auras zéro problème, et t'as des trucs vraiment classe qui ont derrière, par exemple, une histoire, mais ça montre un truc que toi, tu t'es fait chier à faire ta tenue, tu t'es investi dedans, et t'auras jamais ce genre de problème. Je vous ai scotché, on dirait. Ce qu'on peut dire là-dessus sur les tenues, c'est qu'il y a des choses à éviter. Je pense que tout le monde est d'accord que tout ce qui est lié à représentation réelle, surtout d'unités ou de groupes problématiques, c'est à éviter sur les terrains, rien que parce que ça n'a pas sa place sur les terrains, n'est pas pour de la politique, on n'est pas là pour créer des embrouilles, on va dire. Il faut penser aux autres. Faites-vous plaisir pour vos inspi, cherchez vraiment à comprendre le pourquoi derrière les tenues, et pas juste vous dire « Ah, elle est cool, vas-y, je la refais ». Il faut comprendre le pourquoi du comment et se dire que peut-être ma tenue, au final, j'ai peut-être trouvé autre chose parce que celle-là, bah, l'unité derrière, elle est pas cool. Oh, ça peut être le mot de la fin. Merci Gont d'avoir animé ce débat. Je rajouterai un dernier élément. En tant que joueur, pensez lorsque vous allez sur le terrain au fait que des photos peuvent être prises. Évitez de mettre des patchs qui peuvent être politisés ou problématiques, car même si vous vous en fichez sur le moment, ça pourra vous être reproché dans des années où vous pouvez attirer des problèmes à l'association ou au photographe qui vous a pris en photo. Chers auditeurs, il va être temps de conclure cet épisode. Merci Kano d'avoir partagé cet épisode avec nous, ça a été un plaisir de te recevoir. Ouais, c'était un plaisir d'être là aussi, ouais. J'espère que tu auras passé un bon moment avec nous, Absolument. C'était très cool. sur un format qui change de ce que tu peux faire sur Tactical Cast. Et c'est différent, mais le fond reste le même. On parle des choses qui nous font kiffer, et c'est ce qui est important. Et on a une conversation avec une personne avec qui on avait envie d'avoir une conversation. Exactement. Et histoire de conclure comme tu conclus ta dernière question avec chacun de tes invités, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? La santé, c'est le premier truc qui pour moi est important. Le reste, ça viendra. Parce que sans ça, il n'y a rien d'autre. T'as rien derrière, ouais. Donc, la santé, ça sera très bien. Merci Kano, tu repasses quand tu veux. Si jamais à un moment tu passes dans le sud, n'hésite pas à venir nous faire un coucou. Ça sera un plaisir de partager un verre avec toi. Ce sera avec grand plaisir. Et pour rebondir sur le travail que vous faites aussi, je trouve ça très bien aussi qu'il y ait plusieurs personnes comme ça qui se décident à produire du contenu audio autour de l'airsoft et des sujets comme ça. C'est super. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite et beaucoup d'auditeurs. En toute sincérité. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Kano, ça touche. C'est plaisir d'entendre, ouais. Et quant à vous, chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez apprécié passer ce temps en notre compagnie. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le liker, le partager sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir et sachez que ça nous donne de la force. À mettre, si vous le pouvez, le petit pouce en l'air sur la vidéo YouTube. Ça nous aide pour le référencement. Et si vous êtes en manque de podcast d'Airsoft et que vous n'avez jamais écouté un seul et unique épisode de Tactical Cast ou que vous avez envie de les réécouter, foncez retrouver Kano sur sa série d'épisodes.
Pour l'instant, il y en a 19 et le dernier qui a été fait parle de Mojo et de l'association Bassin Airsoft qui se trouve dans le sud-ouest de la France et qui organise énormément d'OP. Mais nous reviendrons avec Bassin Airsoft prochainement. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour parler de blogging dans l'airsoft. Bonne journée ou bonne soirée à vous. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Salut!